Le lendemain, Jinwoo est réveillé par un appel de sa sœur, qui lui rappelle l'heure qu'il est, car aujourd'hui, c'est l'entretien scolaire. En entendant cela, il se lève immédiatement et, en un rien de temps, arrive à l'école entièrement préparé. À tel point que Jina lui demande s'il est vraiment son frère, car elle n'est pas habituée à son apparence tellement améliorée et différente de d'habitude. Innocemment, Jinwoo répond que, bien sûr, il est son frère, sans comprendre pourquoi elle réagit ainsi. Elle lui explique qu'il ne semblait pas lui-même et qu'elle ne pensait pas qu'une personne pouvait changer autant. Pendant ce temps, les filles de l'école commencent à admirer le grand charisme de Jinwoo, attirant beaucoup d'attention alors qu'il marche dans les couloirs. Comme prévu, Jina en profite pour lui demander s'il sort avec quelqu'un ou s'il veut qu'elle lui présente une amie. Mais il se contente de lui tirer la joue pour qu'elle se taise. Quand il s'assied avec la professeure pour l'entretien, celle-ci lui explique que Jina est une excellente élève, très polie, et que ses notes sont excellentes, ce qui fait d'elle un exemple pour les autres. À l'école, ils ont pleinement confiance qu'elle pourra intégrer l'école de médecine de ses rêves. Ainsi, la professeure ne pense pas qu'il soit nécessaire de la presser davantage. À ce moment-là, l'entretien pourrait se terminer, mais la professeure pose une dernière question, est-ce qu'il aimerait que sa sœur travaille dans le monde des chasseurs si, un jour, elle devenait l'une d'entre eux? Cette question le prend par surprise, mais sans hésiter, il répond que non. La professeure lui demande pourquoi, et il lui demande une faveur, s'excusant de paraître égoïste. Plus tard, Jinwoo rencontre Han-sung, qui se souvient de lui comme du chasseur de rang qui s'occupait des portails. Jinwoo montre une photo où elle pose avec sa sœur, ce qui lui fait comprendre qu'il est le frère de Jina. Comprenant mieux ses intentions, Han-sung affirme qu'indépendamment de ce qu'il a entendu de la professeure, il n'ira pas à l'école et encore moins abandonnera son rôle de chasseur. Face à cette position, Jinwoo lui rappelle qu'en tant que chasseur de rang E, elle ne pourra pas mener une vie décente. Sa seule option serait de rejoindre une équipe d'attaque, mais son cas est particulier. Han-sung clarifie qu'il n'est pas là pour des cérémonies inutiles et coupe court à la conversation en mentionnant que Jinwoo lui-même est aussi un rang E. Avec calme, Jinwoo lui explique qu'il n'est pas venu lui demander d'arrêter. Au lieu de cela, il lui demande de le suivre. Ensuite, nous voyons l'arrivée de Hwang Dong-so en Corée du Sud, à l'aéroport où se trouve l'association. Il est accueilli par Woo Jin-cheol. En le voyant, Dong-so déclare qu'il ne s'attendait pas à un comité d'accueil de la part de l'association. Jin-cheol lui demande combien de temps il compte rester, ce à quoi Dong-so répond que ce ne sera pas long, car il n'aime pas ce pays. Jin-cheol, souhaitant en savoir plus, lui demande s'il est venu pour ces deux individus en particulier. Dong-so lui demande de ne pas faire semblant de ne pas savoir, car tout ce qu'il veut, c'est qu'il détourne les yeux pendant qu'il fait ce qu'il veut d'eux dans un donjon, en commençant par le rang et ensuite l'autre. Il demande alors si Jin-cheol pense l'arrêter, se montrant impatient de voir sa tentative. Jin-cheol clarifie qu'il ne fait que remplir son rôle. Par ailleurs, Choi discute avec Go-gun sur les fourmis ailées qui pouvaient voler. Bien qu'elles puissent voler, leurs corps sont tombés dans la mer. Il semble qu'elles ne peuvent pas parcourir de grandes distances pour le moment. Avec cette information, Go-gun décide de les étudier davantage, estimant qu'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Plus tard dans la nuit, Jinwoo arrive à un portail accompagné de Han-sung, où ils rejoignent Sang-min et Ki-chul, membres du département de gestion de la guilde White Tiger. Les deux sont ravis de le voir, car ils ne s'attendaient pas à recevoir une demande de sa part. En voyant Han-sung, ils supposent que c'est la personne qu'il veut entraîner, ce que Jinwoo confirme. Sang-min explique alors qu'il a demandé de l'aide au bon moment. Ils ont annoncé qu'il allait apparaître plusieurs portails dans cette zone, et un portail de rang a même récemment émergé, ce qui semble assez intéressant. Cependant, leur conversation est interrompue par l'un des chasseurs, car ils doivent se hâter à cause du portail devant eux. Il s'excuse et informe Jinwoo que cet homme est Kim-chul, un chasseur de rang A, qui agit comme un tank. Cette fois, il s'agit d'un entraînement pratique pour les membres les plus récemment intégrés. Kim va soutenir l'armée en tant que chef d'équipe d'attaque. On peut voir Kim se plaindre de ne pas être la nourrice de deux chasseurs de rang E, faisant référence à Jinwoo et à Han-sung. Ensuite, Sang-min annonce que l'équipe est composée de chasseurs de rang A, 5 de rang B et 2 de rang C, soit un total de 8. Avec les chasseurs de rang E, cela fait un total de 10. À partir de là, Ki-chul lui suggère de se limiter à observer pendant cette mission, car l'idée est que les nouveaux participants soient impliqués, ce qu'il accepte sans problème, puisqu'il avait cette intention dès le départ. Lorsque tous entrent dans le portail, celui-ci commence à subir un changement assez agressif. Jinwoo se rend compte de ce qui se passe et prend immédiatement la main de Han-sung pour tenter de sortir, mais le portail l'en empêche. Il peut à peine leur dire d'alerter l'équipe d'attaque principale avant d'être contraint de rester dans le portail. Très vite, on informe par radio le chef de la guilde White Tiger qu'un portail de rang C est devenu un portail rouge. Jinwoo comprend immédiatement la gravité de la situation et décide de s'y rendre immédiatement. Ensuite, l'équipe se rend compte que le portail d'entrée n'est plus entouré que d'une forêt enneigée. Kim leur indique qu'il s'agit d'un portail rouge. Comme Han-sung ne sait pas ce que c'est, Jinwoo lui explique que, contrairement aux portails normaux, lorsqu'on entre dans un portail rouge,
toute communication avec l'extérieur est coupée. On ne peut sortir qu'en vainquant le boss ou en trouvant une brèche dans le donjon, et on ne peut être aidé depuis l'extérieur. De plus, les monstres de ce portail sont plus forts que le rang prévu. Soudain, une flèche est tirée et atteint un des chasseurs à la tête, le tuant sur le coup. Une autre flèche, qui vise Hanson, est interceptée dans les airs par Jinwoo. Il réalise que ce sont des elfes de glace. Jinwoo, après les avoir analysés, les considère comme dangereux, car à cette grande distance, il est difficile de les voir. Apparemment, leurs attaques visent principalement les plus faibles. À ce moment-là, Kim prend la parole pour informer tout le monde que le portail rouge est isolé et que son rang est B ou supérieur. En raison de leur rang, ils devront suivre ses instructions pour sortir vivants de cette mission. Cependant, Kim ne juge pas opportun de diriger tout le groupe. Ils seront donc divisés en deux groupes. Il s'avère que Kim a l'intention de prendre les plus forts avec lui et refuse de laisser les membres de rang E se joindre à eux. À l'extérieur, il pourrait être là des mois, que ce soit pour vaincre le boss ou trouver la brèche du donjon. Il faut alléger les charges. Un chasseur de rang B, Park Jin, demande l'autorisation de rester avec le groupe le plus faible, et Kim accepte, supposant qu'il agit par compassion. Park Jin s'approche de Jinwoo pour lui demander si son rang est vraiment celui qu'il dit, car elle a vu comment il a attrapé la flèche un peu plus tôt. Bien que Jinwoo évite de répondre, Park Jin suppose qu'il est de rang A, voire supérieur. Ensuite, Kim indique à Jinwoo et aux autres qu'ils suivront le chemin devant eux, et il leur explique qu'ils vont se rendre dans la forêt. En avançant un peu, Kim leur montre des griffures sur les arbres, faites par des ours de glace. Ils pensent donc que les membres de rang E vont mourir, bien qu'en y réfléchissant un peu plus, ils se souviennent que ce groupe comprend un chasseur de rang B et un de rang C. Il ne comprend donc pas pourquoi ils considèrent Jinwoo comme leur leader. À ce moment-là, des ours de glace s'approchent, mais Kim se met en avant pour les affronter sans difficulté. Pendant ce temps, Park signale à Jinwoo que cette forêt est le territoire des ours de glace et qu'il est dangereux de continuer par ici. Jinwoo répond que c'est précisément pour cela qu'ils ont emprunté ce chemin, si c'est le territoire des ours de glace, ils n'ont qu'à s'occuper d'eux, ce qui est bien mieux que de devoir faire face aux elfes de glace, qui sont plus intelligents. Park reconnaît qu'il a raison, car cela a beaucoup de sens. Jinwoo ajoute que la température est extrêmement basse dans la forêt. Il sort alors des manteaux de son inventaire pour tout le monde. Tous sont surpris de voir qu'il utilise de la magie dimensionnelle, car on dit que même les meilleurs chasseurs qui maîtrisent cette magie ne peuvent sortir que 2 ou 3 objets à la fois. Hanson exige alors de savoir qui il est vraiment, à cause de tout ce qu'il est capable de faire. Jinwoo lui répond qu'elle est ici à cause de lui, et qu'il prendra la responsabilité de la protéger, mais uniquement si elle évite de poser des questions. Il demande la même chose aux autres, leur interdisant de lui demander quoi que ce soit. À ce moment, un immense ours de glace s'approche. La première chose que fait Jinwoo est de changer de titre pour celui d'assassin de loup, qui augmente de 40% les dégâts contre les monstres de type animal. Pendant ce temps, Baek arrive à l'entrée du portail. Compte tenu de la difficulté de celui-ci, il espère que Kim pourra sauver tout le monde. Sangmin lui fait remarquer que le chasseur Jinwoo est également présent. Bien qu'il soit de rang E, il croit qu'il a subi un second éveil, mais cela reste à confirmer. C'est alors que Dongso arrive pour les saluer. Baek lui demande ce qu'il fait dans leur zone, surtout qu'il était parti aux États-Unis. Dongso trouve étrange que ce portail leur appartienne et demande si c'est vrai. Si oui, pourquoi un chasseur d'une autre guilde, Sun Jinwoo, y est-il entré? Dongso explique qu'il souhaite le rencontrer avant qu'il ne meure dans le portail, car il a fait l'effort de venir jusqu'ici pour cela. De retour avec Jinwoo, après avoir vaincu les ours de glace de la zone, il laisse les membres de son groupe déguster leur viande dans le confort. Ensuite, il se dirige vers une grotte où ces monstres habitent en grande quantité. Devant l'entrée, il utilise la commande sur JC. De l'ombre émergent alors ces chevaliers, avec à leur tête le plus puissant d'entre eux, Ygritte. Il leur ordonne d'attaquer. Sa légion, composée d'infanterie qui se régénère rapidement et de mages, affronte les ours de glace avec brio. Jinwoo est impressionné par leur puissance, mais remarque qu'ils consomment beaucoup de mana à une vitesse alarmante. À ce moment, le chef des ours de glace sort de la grotte. Il balaie les soldats d'ombre avec une facilité déconcertante. Quelques secondes plus tard, il pousse un rugissement terrifiant qui crée une onde de choc, éliminant tout sur son passage. Jinwoo se retrouve à court de mana. Il ordonne alors à Ygritte de prendre le relais. Ygritte avance vers le chef des ours. Lorsque ce dernier attaque, Ygritte utilise son agilité exceptionnelle pour esquiver et frapper ses points vitaux avec précision. Finalement, il empêche l'ours d'effectuer une dernière attaque en lui coupant la tête. Jinwoo admire la puissance d'Ygritte et pense qu'il n'aurait eu aucune chance, si Ygritte n'avait pas lâché son épée pendant leur combat. Avec son niveau actuel, Jinwoo se considère égal à Ygritte, bien qu'en y réfléchissant, il admet qu'Ygritte est toujours plus fort que lui. Il le félicite pour son excellent travail. Pendant ce temps, Kim, confronté aux elfes de glace, voit son équipe totalement anéantie. Il n'en revient pas. Il pensait faire partie de l'élite de White Tiger, mais face à la brutalité des elfes, il perd la tête. Effrayé, il décide de fuir à toute vitesse.
Le chef des elfes de glace observe sa fuite. Jinwoo n'hésite pas à faire ressurgir les ombres des ours. 3 heures plus tard, ce qui équivaut à 3 jours dans le portail, Dongso se lamente en pensant que Jinwoo est sûrement mort, et que ce voyage maudit n'a servi à rien. Avant de partir, il remarque que Jinwoo n'est pas membre de Tigre Blanc, alors pourquoi diable se trouve-t-il dans l'équipe d'assaut? Kichul, un peu nerveux, il explique qu'il est son ami et qu'il était intéressé par une mission de Rancé, raison pour laquelle il l'a autorisé à y participer. Dongso, furieux, l'attrape par le col et lui demande s'il pensait vraiment qu'il croirait un tel mensonge. Il sait très bien qu'il adore les nouveautés, alors il exige de savoir ce qu'il manigance. Mais Baek intervient, attrapant le bras de Dongso, et lui ordonne de le lâcher. Dongso refuse de reculer, et les deux hommes libèrent une puissante aura. Sangmin, effrayé, pense qu'ils doivent arrêter, car un combat entre deux rangs causerait une catastrophe. Ils échangent des coups de poing, provoquant une énorme explosion. Pendant ce temps, dans le portail, Kim, transi de froid, est surpris de voir plusieurs cadavres d'ours de glace. Il pense qu'il est impossible que l'autre groupe de chasseurs ait éliminé toutes ces créatures. Il en conclut que c'est l'œuvre du démon blanc et part en courant. De retour avec Dongso, on voit que l'explosion causée par leur combat a été stoppée par Jin Cheol. Il commente que, sans leur tenue, il aurait été réduit en poussière. Il informe Dongso qu'il a testé le pouvoir magique de Jinwoo il y a quelques mois et que cela n'a pas changé, Jinwoo reste un chasseur de rang E. Si son frère est mort, c'est parce qu'il a succombé face aux bêtes magiques. Dongso répond que c'est un mensonge et suppose que le fils du PDG de Yujin Construction a peut-être tué son frère, et que ce voyage n'était qu'une excuse pour éliminer quelqu'un. Mais Dongso reçoit un message lui ordonnant de retourner aux États-Unis. À contre-cœur, il se retire. Dans le portail, Kim, furieux, observe le groupe de Jinwoo. Il se demande comment des gens aussi pathétiques peuvent encore être en vie, d'autant qu'ils ont des vêtements chauds et des couvertures. Il s'approche en criant que l'équipe d'assaut a été décimée à cause du manque de nourriture et d'équipement, alors que Jinwoo et son groupe se sont cachés avec tout ce qu'il leur fallait. Il suppose que tout cela est la faute de Park Hee-jin, qui a peut-être rejoint l'équipe pour cette raison. En dégainant son épée, il leur donne une seconde pour révéler le responsable. Cependant, Jinwoo, d'un coup puissant, l'envoie valser. Il lui dit que c'est lui qui a causé la mort de ses camarades et qu'en plus, il leur a apporté des ennuis. Il hurle à ses compagnons de se tenir prêts, car il sent une présence forte. Les membres de son groupe sont terrorisés en voyant apparaître des elfes de glace. Le chef des elfes déclare que, parmi tous ces déchets, quelqu'un est fort. Jinwoo comprend ces mots, et le chef des elfes lui demande comment il peut comprendre leur langue. Jinwoo suppose que c'est grâce au système. Profitant de cette communication, le chef des elfes lui propose un duel, ayant remarqué qu'il y avait parmi les humains un combattant digne d'intérêt. Cependant, Jinwoo décapite l'ennemi en un instant, puis attaque le chef des elfes. Ce dernier bloque l'attaque et lui fait remarquer qu'il n'est clairement pas humain. Voyant que Jinwoo ne comprend pas, il réalise que Jinwoo lui-même ignore ce qu'il est. Le chef lui révèle qu'ils entendent constamment une voix dans leur tête leur ordonnant de tuer les humains, mais en sa présence, cette voix est silencieuse. Jinwoo suppose que cela pourrait être lié à un système similaire au sien, se demandant si c'est parce qu'il est un joueur. Le chef des elfes lui propose de lui laisser la vie sauve à condition qu'il lui livre les humains derrière lui. Jinwoo lui demande alors qui il est et pourquoi il combat les humains. Alors que le chef tente de se présenter, une distorsion affecte son corps, et il répète ses paroles précédentes, laissant Jinwoo stupéfait, se demandant ce qui provoque ce phénomène étrange. Jinwoo refuse l'offre, et le chef des elfes lui demande s'il en est sûr, vu qu'il est en infériorité numérique. Mais Jinwoo sourit simplement et invoque son gigantesque armée d'ombre. La bataille commence, se transformant rapidement en un bain de sang. Park Hee-jin et les autres tentent de fuir, car cette guerre les dépasse totalement. Jinwoo les couvre tout en réfléchissant à la puissance impressionnante des elfes de glace, car son mana s'épuise rapidement. Les elfes éliminent ces ombres à une vitesse alarmante, et le chef des elfes se révèle être plus fort que Jinwoo lui-même. Il doute de pouvoir le vaincre même avec Ygritte, ses soldats réguliers étant insuffisants pour ce combat. Il a besoin d'un pouvoir plus fort. Le chef des elfes se présente comme Baruka, et Jinwoo lui rend la politesse avant qu'il n'entame un combat féroce. Baruka, enthousiasmé, bloque une boule de feu lancée par les mages de Jinwoo. À ce moment-là, Kinchul, furieux, sort son épée, mais il est intercepté par Baruka. Alors que Baruka s'apprête à frapper, une nouvelle ombre surgit devant lui, Jinwoo a ordonné à Ygritte d'intervenir. Après avoir neutralisé l'attaque de Baruka, Ygritte tue Kim et Jinwoo le transforme en un nouveau soldat nommé Iron. Iron provoque Baruka, mais ce dernier esquive tous ses assauts. Pendant ce temps, les spectatrices observent, fascinées par cette bataille sans précédent. Baruka, ennuyé, les invite tous à l'attaquer en même temps. Jinwoo, Iron et Ygritte s'attaquent ensemble, mais malgré les provocations d'Iron, Baruka parvient à éviter les coups critiques. Jinwoo admet que Baruka est très puissant, bien plus que ses soldats. En se retournant, Baruka voit que tous ses hommes ont été tués. Fou de rage, il attaque Jinwoo, qui, à ce moment-là, laisse tomber sa dague. Baruka,
pensant que Jinwoo est désarmé, baisse sa garde, mais Jinwoo utilise son pouvoir de roi pour contrôler la dague à distance. Bien que Baruka réussisse à bloquer l'attaque, son arme se brise. Jinwoo en profite pour ordonner à Iron de le capturer, permettant au mage de l'attaquer. Malgré tout, Baruka reste debout et promet de tuer tout le monde. Jinwoo surgit de nulle part et le poignarde, affirmant que la bataille est déjà décidée. Avec un coup de marteau final, Iron achève Baruka. Jinwoo gagne plusieurs niveaux. Iron, cependant, continue de frapper le cadavre de Baruka jusqu'à ce que Jinwoo lui ordonne de s'arrêter. Iron, un peu naïf, commence alors à célébrer leur victoire. Jinwoo rejoint les autres et leur annonce que tout est terminé. Le portail pour sortir s'ouvre, mais avant de partir, Jinwoo tente d'extraire l'ombre de Baruka. De l'autre côté du portail, près de 7 heures se sont écoulées. Baek refuse de partir, car ses membres sont toujours coincés à l'intérieur. Cependant, il est surpris de voir le portail devenir bleu, espérant que Jinwoo a réussi. Mais seul Park Hee-jin et un autre individu sans importance en sortent. Baek leur demande ce qu'il est arrivé au reste de l'équipe, mais ils n'ont pas de réponse. Ensuite, seuls Jinwoo et une femme sortent du portail, qui disparaît derrière eux. Baek, choqué, demande ce qu'il est arrivé à Kim et ne peut croire que seul des chasseurs de Baran aient survécu. Il se demande ce qui a bien pu se passer à l'intérieur. Jinwoo décide de partir, mais Baek le retient et lui demande de parler avec lui. Jinwoo, visiblement fatigué, répond qu'il peut poser ses questions directement au guild. Baek insiste, cette fois sur un ton plus autoritaire, rappelant que 6 membres de son équipe ont disparu. Jinwoo, calme et froid, rétorque qu'il a sauvé 2 de ses membres et que, en tant que responsable, Baek devrait d'abord le remercier. Baek, réalisant son erreur, se calme et s'excuse. Plus tard, il interroge Park Hee-jin sur l'attitude de Jinwoo, qui semblait très énervé après avoir vaincu le boss. Park Hee-jin répond qu'elle ne sait pas pourquoi il est de si mauvaise humeur. Baek déclare qu'il faut absolument convaincre Jinwoo de rejoindre leur guilde, confirmant que Sangmin ne s'est pas trompé sur son potentiel. Un peu plus tard, Jinwoo raccompagne la femme chez elle. Avant de partir, elle le remercie, ce qui le laisse légèrement surpris. En rentrant chez lui, il regarde la dague de Baruka et se remémore les 3 échecs qu'il a eus en tentant d'extraire l'ombre de Baruka. Frustré, il se plaint d'avoir travaillé toute la journée sans rien obtenir. Il se console en se souvenant qu'il a tout de même gagné Iron. Le lendemain matin, Jinwoo arrive chez Jinwoo, qui lui annonce qu'avant de se rendre à un portail, ils doivent aller chercher quelqu'un. En arrivant, il récupère une jeune fille qui salue Jinwoo chaleureusement, ce qui pousse Jinwoo à penser qu'ils ont passé la nuit ensemble. Jinwoo, confus et gêné, fait remarquer qu'elle est mineure. Jinwoo lui demande quel est le problème, mais Jinwoo préfère éviter d'insister et décide de ne plus poser de questions. Ils continuent alors leur chemin. Dans le donjon, on voit Jinwoo stupéfait devant la facilité avec laquelle Jinwoo élimine tous les monstres. Jinwoo lui demande ce que sont ces créatures, et Jinwoo, se rappelant qu'il n'a jamais montré cette capacité, lui explique qu'il s'agit de l'une de ses nombreuses compétences. Une fois les monstres éliminés, Jinwoo ordonne aux ombres de récolter les minerais, ce qui fait sentir Jinwoo inutile. Il lui demande au moins de lui laisser collecter les gemmes magiques. Pauvre Jinwoo. Pendant ce temps, un mystérieux guerrier aux cheveux longs parle à des étrangers en leur expliquant de son mieux qu'il est humain et qu'il souhaite retourner chez lui, en Corée. De leur côté, Jinwoo et Jinwoo célèbrent après avoir accompli 19 missions. Jinwoo confie qu'il prévoit de passer l'examen écrit de l'association des chasseurs pour obtenir une licence de maître de guilde. Il compte l'utiliser comme levier de négociation avec son père. Il demande ensuite à Jinwoo quels sont ses plans. Ce dernier répond simplement qu'il risque d'être injoignable un moment car il a un endroit à visiter. Jinwoo, visiblement contrarié, pense qu'il dérange Jinwoo et lui dit qu'il pourrait arrêter de l'embêter s'il le souhaite. Déjà ivre, Jinwoo avoue à Jinwoo qu'il a un frère aîné avec qui il a 10 ans d'écart, mais leur relation est distante. Comparé à son frère, Jinwoo l'a sauvé et a accepté sa demande. Enivré, Jinwoo exprime qu'il aimerait que Jinwoo soit son frère. Touché, Jinwoo lui sert un verre et lui promet qu'à partir de maintenant, Jinwoo sera son frère cadet. Jinwoo, ému, est ravi. Dans une autre scène, l'homme aux cheveux longs est emprisonné. Il affirme être un chasseur étranger coincé dans une dimension. Il ne parle pas anglais et est en attente d'un interrogatoire mené par Wang Dong-so, un chasseur de rang S résident à Washington. L'homme explique qu'il a été pris au piège dans une porte dimensionnelle avant d'atterrir aux États-Unis. Il s'appelle Sung Yi-luan. De son côté, Jinwoo informe sa sœur qu'il part pour une semaine. Il se retrouve ensuite dans l'outre-monde, devant la porte laissée après sa victoire contre Cerbère. Une mission s'affiche immédiatement, l'informant que le château des démons est infesté et qu'il doit récolter 10 000 âmes démoniaques. Déterminé, Jinwoo prépare son élixir de vie, invoque sa nouvelle dague, et part affronter les démons. Pendant ce temps, Jinwoo négocie avec son père et exprime son désaccord sur le plan de son frère aîné d'intégrer un étranger comme chef de guilde. Son père souligne que Jinwoo est mystérieux, ayant survécu à des événements périlleux comme le double donjon, la mort du superviseur de l'association, le décès du frère de Wang Dong-suk, et le portail rouge.
Il a participé à toutes les incursions, en sortant indemne. Jin-Woo déclare qu'il ne se soucie pas des moyens utilisés par Jin-Woo et souhaite seulement devenir maître de guilde. Son père accepte mais pose une condition, convaincre Jin-Woo de rejoindre leur guilde avant qu'il ne soit recruté par Tigre Blanc. De retour dans l'Outre-Monde, Jin-Woo a vaincu de nombreux démons, mais il est frustré de ne pas pouvoir extraire leurs ombres. Il reçoit une autorisation pour accéder au niveau supérieur via un portail dédié. Face à la grandeur de la cité, il invoque le chef des ours de glace, qu'il baptise Tank, et l'utilise comme monture. Alors que Jin-Woo commence à progresser, il élimine tous les monstres sur son chemin. D'un autre côté, Hein pratique la natation tout en se remémorant comment son maître de guilde lui avait interdit de révéler des informations sur les fourmis ailées de l'île Jeju. En effet, l'association des chasseurs leur avait ordonné de garder le silence pour éviter de semer la panique parmi la population. En tant que guilde la plus puissante de Corée, ils avaient la responsabilité de gérer cette situation. Revenons à Jin-Woo, qui continue de massacrer les démons, tout en pensant qu'il s'agit d'une véritable course contre la montre. Lorsqu'il a vaincu Cerbère et obtenu la clé, il s'attendait à affronter des monstres de rang S en entrant dans ce lieu. Cependant, les monstres se sont révélés plus faibles que prévu, bien que leur nombre soit impressionnant. Jin-Woo, déterminé à tenir sa promesse envers sa sœur, sait qu'il doit tous les vaincre rapidement. Il se demande également jusqu'à quel point il pourra devenir puissant une fois qu'il atteindra le sommet de la tour. Après avoir collecté les 10 000 âmes démoniaques, il est temps pour lui de faire face au seigneur des étages inférieurs, Vulcano l'Avaricieux. En voyant le nom de ce dernier apparaître en rouge, Jin-Woo devine qu'il s'agit d'un adversaire redoutable. Dans une autre scène, Sang-min et sa collègue cherchent Jin-Woo, mais évidemment, ils ne le trouvent nulle part. Pendant ce temps, Jin-Woo se prépare à affronter un puissant monstre. Il ordonne à ses soldats d'éliminer tous les autres monstres sans toucher au chef. Une bataille féroce éclate, et Jin-Woo réfléchit à l'impact de sa montée en intelligence, le nombre de ses soldats et sa puissance magique ont considérablement augmenté. Il se demande combien de temps Vulcano restera inactif. Soudain, le monstre disparaît et lance une attaque puissante contre Ygritte et les autres. Jin-Woo riposte rapidement, mais Vulcano se relève comme si de rien n'était et contre-attaque violemment. Jin-Woo ordonne à Acier de lui remettre son bouclier et se défend des assauts. Il est surpris par l'agilité de Vulcano malgré sa taille imposante. Jin-Woo attend le moment parfait pour riposter, mais Vulcano réagit rapidement. Alors que le monstre s'apprête à porter un coup dévastateur, Jin-Woo utilise sa compétence de la main du souverain, récemment améliorée, pour dévier l'attaque. Il est choqué de constater que le monstre semble capable de lire ses mouvements. S'éloignant de Vulcano, Jin-Woo cherche un moyen de restreindre ses mouvements. Il grimpe sur un bâtiment et lui tombe dessus en piqué, parvenant à le vaincre. En récompense, il obtient un fragment de l'arbre-monde. Pendant ce temps, Hwang Dong-so rencontre Sung Il-hwan. Il trouve incroyable qu'une bête magique puisse parler. Tout le monde pense que Sung Il-hwan est une bête magique déguisée en humain. Ce dernier insiste qu'il n'en est pas une, mais Hwang Dong-so l'interrompt en lui ordonnant de se taire, car il est celui qui pose les questions. Agacé par cette tâche qu'on lui a imposée, Hwang Dong-so écoute Sung Il-hwan, qui lui demande combien l'humanité sait réellement sur les portes dimensionnelles et les bêtes magiques. Il révèle alors que les donjons, les bêtes magiques et les portes dimensionnelles ne sont que des prémonitions. Car la pire de toutes les forces catastrophiques s'est enfin éveillée, et son objectif est d'empêcher un désastre de se produire. Hwang Dong-so ordonne à Il-hwan d'arrêter de dire des bêtises, car désormais, le monde regorge de chasseurs. Cependant, Il-hwan lui répond que même en réunissant tous les chasseurs du monde, il serait impuissant face à une force aussi gigantesque que celle qui approche. Il ajoute qu'il semble que Hwang Dong-so possède lui-même une certaine force. Exaspéré par cette bête magique bavarde, Hwang Dong-so consulte ses informations et remarque qu'il a une épouse et 2 enfants. En souriant au nom des enfants, il demande à Il-hwan s'il se souvient encore du prénom de son fils. Celui-ci répond que son fils s'appelle Jin-Woo, mais, sérieux, lui demande pourquoi il dégage une aura meurtrière. Hwang Dong-so réplique qu'il n'a pas à lui dire quoi que ce soit, mais finit par révéler que son fils est déjà mort. Il ajoute que s'il a un dernier message à lui transmettre, il ferait mieux de lui dire directement en enfer. Pendant ce temps, Jin-Woo continue de progresser, battant chef démon après chef démon, et augmentant son niveau au passage. À l'extérieur, une grande explosion semble avoir eu lieu en ville. Les habitants se sentent chanceux, car lorsque 2 chasseurs de rang s'affrontent, cela provoque généralement un désastre. Heureusement, Hwang Dong-so a été vaincu en un instant, évitant ainsi que le désastre ne s'étende davantage. De son côté, Jin-Woo atteint le 75e étage de la tour, bien qu'il ait épuisé ses provisions. Cela dit, les récompenses ont été nombreuses, il a obtenu de précieux objets des monstres qu'il a vaincus, ainsi qu'une mystérieuse boîte contenant une clé énigmatique dont la fonction reste inconnue. L'objectif principal de son voyage est de rassembler les matériaux nécessaires pour fabriquer l'élixir de vie. Il a déjà obtenu le fragment de l'arbre-monde en battant Vulcano au 50e étage et l'eau de la forêt des échos après avoir éliminé le guide des âmes, Métus, au 75e étage. Désormais, il ne lui manque qu'un seul ingrédient pour compléter l'élixir.
Il promet de revenir bientôt dans cette tour pour poursuivre sa quête. Au moment de quitter le château infernal, Jinwoo vérifie qu'il a bien récupéré 2 des matériaux nécessaires pour fabriquer l'élixir de vie. Il ne lui manque plus qu'un seul ingrédient, le sang purifié du roi démon. Pour obtenir ce dernier, il doit être totalement préparé. Heureusement, il considère comme un avantage que son niveau est considérablement augmenté après son périple au château du démon. Cependant, officiellement, il reste un aventurier de rang E, et ce statut l'empêche de participer à des missions de haut niveau. Pour remédier à cela, Jinwoo décide d'arrêter cette façade et de se faire réévaluer. Le lendemain, il se rend au siège de l'association pour participer à la réévaluation. Yan, un membre de White Tiger, le remarque immédiatement et appelle Baek pour l'informer de l'arrivée de Jinwoo. Baek se prépare alors à se rendre sur place. Pendant ce temps, Jinwoo patiente jusqu'à ce qu'on l'invite dans la salle d'examen. L'examinatrice lui demande de poser ses mains sur un cristal noir, mais au moment de recueillir les données, le système affiche une erreur. Le directeur arrive rapidement pour examiner la situation. Après avoir refait le test lui-même, il découvre que le problème ne vient pas de la machine, le pouvoir magique de Jinwoo dépasse les limites du dispositif. Cela signifie qu'un chasseur de rang S vient d'apparaître dans le pays, le 10e à ce jour. À l'extérieur du bâtiment, Choi demande à Jinchul des nouvelles de l'enquête sur les fourmis volantes. Jinchul explique qu'une autopsie a été réalisée et qu'il compare les structures internes et le pouvoir magique résiduel avec des espèces antérieures pour estimer leur capacité. Cette analyse prendra un certain temps. Choi change ensuite de sujet, évoquant le portail rouge, ayant appris que White Tiger avait permis à un non-membre de participer à une mission d'incursion et de vaincre le boss du donjon. Curieux, il demande qui est cette personne, mais Jinchul admet ne pas avoir les détails puisqu'il n'était pas présent ce jour-là. Soudain, grâce à leur ouïe développée, ils entendent un vacarme à l'intérieur du bâtiment. Intrigué, Choi décide d'aller voir. La nouvelle de Jinwoo, désormais reconnu comme un chasseur de rang S, s'est répandue comme une traînée de poudre, créant une agitation dans l'association. Le directeur informe Jinwoo que la délivrance de son identification prendra un peu de temps. Peu après, Choi et Jinchul entrent dans la pièce. Tous reconnaissent immédiatement Choi comme le chef de la guilde des chasseurs. Jinwoo, conscient du statut de Choi, reste impassible. Bien que Choi se montre cordial, Jinwoo le dépasse, déclarant qu'il est pressé et doit partir. Choi est surpris par cette attitude mais ne s'en formalise pas. Après le départ soudain de Jinwoo, Jinchul suggère qu'il pourrait être un type assassin. Baek arrive à son tour et comprend immédiatement que Choi a découvert l'importance de Jinwoo. Plus tard, dans la nuit, Jinwoo rend visite à sa mère à l'hôpital. En sortant, Jinchul l'intercepte par surprise. Il avoue que Jinwoo lui a ouvert les yeux, car il n'avait jamais réalisé son potentiel. Jinchul précise que la division de surveillance, dont il fait partie, est chargée de surveiller les chasseurs et de punir ceux qui enfreignent la loi. Cependant, il assure à Jinwoo qu'il n'est pas traité comme un criminel. Il explique aussi que les rangs S ne sont pas soumis aux mêmes règles, car ils sont bien au-dessus du contrôle habituel. C'est alors que le président de l'association des chasseurs, Goguni, fait son apparition. Après s'être présenté, il invite Jinwoo à discuter en privé. Goguni lui explique que la réévaluation est inutile, car son rang S est déjà confirmé. Jinwoo n'a désormais plus à se soucier de cette formalité. Afin de rendre la promotion officielle et de révéler le statut de Jinwoo comme chasseur de rang S, l'association des chasseurs impose une période de grâce. Ce laps de temps leur permet de rencontrer d'abord des talents aussi exceptionnels que lui. Bien que l'association soit immense, le nombre de grands chasseurs est limité, car la plupart préfèrent rejoindre des guildes, attirés par le prestige et l'argent qu'elles offrent. Lors d'une rencontre avec Jinwoo, le président de l'association, Goguni, lui propose un poste prestigieux, l'un des plus élevés au sein de l'organisation. Surpris, Jinwoo lui demande pourquoi une telle offre lui est faite. Goguni explique que ce n'est plus le gouvernement qui soutient réellement le pays, mais les chasseurs, répartis dans les 5 principales guildes du pays. Ces dernières, qu'il surnomme les 5 dragons, maintiennent un équilibre fragile. Cependant, si Jinwoo décidait de rejoindre l'une d'elles, cet équilibre serait brisé. Pour prévenir ce scénario, Goguni veut que l'association devienne une 6e puissance, capable de contrôler les autres. Il affirme que Jinwoo a le potentiel de rendre cela possible. Jinwoo réfléchit longuement à cette proposition, qu'il juge avantageuse, car elle pourrait lui garantir des opportunités futures. Il reconnaît également l'influence considérable de Goguni, qui n'est pas seulement un ancien chasseur de rang S, mais aussi un homme doté d'un immense pouvoir magique et d'un physique impressionnant pour ses 80 ans. Même après tant de niveaux gagnés, Jinwoo voit Goguni comme un égal. Cependant, Jinwoo finit par refuser cette offre. Sa raison, il veut continuer à combattre des monstres dans les donjons. Il estime que sa véritable place est sur le terrain. Goguni, bien qu'étonné, comprend en voyant la sincérité dans les yeux de Jinwoo. Ému, il accepte sa décision, et Jinwoo s'excuse avant de partir. Sur le chemin du retour, il se rappelle qu'il doit continuer à progresser pour guérir sa mère, un objectif qu'il ne peut pas abandonner. Pendant ce temps, Dongso, après avoir repris connaissance de l'affrontement qu'il a subi,
est interrogé par le sous-directeur sur Sung Yiluan, qu'il qualifie immédiatement de monstre, affirmant qu'il n'a rien d'humain. Le sous-directeur lui conseille de se reposer et de se rendre à l'administration une fois remis, mais il doute que quiconque puisse attraper Sung Yiluan, qu'il a vaincu si facilement. Seul, Dong So laisse éclater sa rage en se remémorant la menace de Sung Yiluan, lui ordonnant de ne plus jamais s'approcher de sa famille. Furieux de cette humiliation, il planifie sa revanche en se procurant un artefact capable de le battre. De son côté, Jinwoo réfléchit lui aussi aux artefacts. Ces reliques artificielles sont des équipements haut de gamme, fabriqués par les meilleurs artisans et prisés par les chasseurs. Cependant, il se plaint de leurs coûts exorbitants, notamment sur les sites d'enchères en ligne. Cherchant à s'équiper pour le château du roi démon, il envisage de vendre la sphère de l'avarice, un artefact qui double les dégâts magiques, pour obtenir des fonds. Mais étant un chasseur de rang E, il craint que cela attire des soupçons quant à son origine. Dans sa recherche d'un financement, il tombe sur une annonce cherchant des travailleurs pour exploiter des portails de haut niveau. Pendant ce temps, Goguni, qui examine en détail le dossier de Jinwoo, s'étonne de l'apparence juvénile sur sa photo d'identification. Il se demande si son rang a été falsifié, mais Jin Chul explique que Jinwoo a subi plusieurs blessures graves et qu'il ne semble pas frauduleux. Il mentionne également que la mère de Jinwoo souffre d'un sommeil éternel, tandis que Jinwoo paie les études de sa sœur. Jinwoo continue d'endosser le rôle de pilier financier de sa famille, en plus de s'occuper des études de sa sœur et des soins de sa mère. Récemment, il a participé à une incursion avec la guilde des chasseurs, mais uniquement en tant que membre du groupe de minage. En se présentant à son supérieur pour commencer son travail au sein de l'équipe de mineurs, il est accepté sans problème, malgré son rang E. Lors des incursions dans les donjons de haut niveau, les tâches sont divisées entre plusieurs groupes, l'équipe d'attaque se charge des monstres, celle de minage extrait les minerais de mana, et l'équipe de récolte récupère les cadavres des monstres. Bien que cette dernière tâche soit peu glamour, elle reste extrêmement rentable. Pendant ce temps, Choi, un chasseur de haut niveau, utilise sa puissante magie de feu dans un portail de rang A pour anéantir les monstres avec stratégie. Il coordonne les chasseurs de type tank pour qu'ils maintiennent une défense solide, ce qui permet à l'équipe d'avancer avec une efficacité remarquable. Jinwoo observe l'équipe sortir victorieuse, sans blessure, de ce portail difficile, ce qui le surprend. Cela confirme à ses yeux la puissance authentique de Choi. Jinwoo porte également attention à Cha-In, vice-présidente de la guilde des chasseurs et 9e chasseuse de rang S du pays, surnommée la danseuse. Son aura imposante pousse Jinwoo à se demander combien de personnes dans le monde pourraient posséder une telle présence. Pendant un instant, Ain ressent une forte énergie venant de la direction des mineurs, mais il rejette cela comme une simple imagination. En rejoignant le groupe de minage, Jinwoo entre dans un portail de rang A et confirme ses particularités impressionnantes. Bien qu'il soit traité avec mépris en raison de son faible rang, un autre mineur change rapidement d'attitude après avoir croisé le regard perçant de Jinwoo. Lors des travaux, Jinwoo démontre une force et une endurance impressionnantes en extrayant les minerais, ce qui convainc son supérieur de lui permettre de travailler pendant la pause. Profitant de l'absence d'observateurs, Jinwoo utilise ce moment pour s'aventurer seul jusqu'à l'entrée où se trouve le chef du portail. Une fois sur place, il sort sa dague pour l'affronter, mais Ain apparaît subitement derrière lui demandant ce qu'il fait là. Jinwoo répond innocemment qu'il s'est perdu, et Ain lui fait savoir qu'il se trouve dans la salle du chef, lui demandant donc de bien vouloir reculer. Jinwoo pense qu'au départ, il l'a sous-estimé, mais en réalité, Ain fait honneur à sa réputation, car il ne l'a même pas perçue jusqu'à ce qu'elle lui parle. Il range alors discrètement sa dague sans qu'elle ne s'en rende compte, ce qui l'a fait douter. De son côté, Jinwoo s'excuse. Ain lui demande de partir, car s'il cause des problèmes, il pourrait provoquer l'extermination de l'équipe minière. N'ayant pas d'autre choix, Jinwoo s'excuse à nouveau. Cependant, alors qu'il passe à côté d'elle, Ain est surprise et lui demande d'attendre. En s'approchant, elle commence à le renifler, ce qui le met mal à l'aise. Elle est stupéfaite de constater qu'il ne sent pas mauvais et lui demande s'il est vraiment un chasseur. Jinwoo le confirme en lui montrant sa carte d'identification. Elle lui recommande alors d'être très prudent sur le chemin du retour. Tout en s'éloignant, Ain se demande pourquoi il ne dégage pas une mauvaise odeur. Au contraire, son odeur est plutôt agréable comparée à celle des autres chasseurs. De son côté, Jinwoo rejoint les mineurs, qui le félicitent d'avoir rencontré Ain. Il lui révèle qu'elle sacrifie ses heures de repos pour patrouiller la zone et les protéger du chef. Au cours de la conversation, Jinwoo apprend que Ain est gênée par l'odeur des autres chasseurs à cause de sa constitution unique, raison pour laquelle elle couvre toujours son nez avec un foulard. Jinwoo se demande alors si c'est parce qu'il est un joueur. Il se souvient avoir vécu une situation similaire à la Porte Rouge avec le chef des elfes de glace. À la fin de sa journée, il reçoit son paiement. Le chef de la mine lui propose de travailler avec eux, le félicitant pour son excellent travail, qui leur a fait gagner beaucoup de temps. Cependant, Jinwoo refuse, expliquant que ce n'était qu'une aide ponctuelle. N'ayant pas d'autre choix, le chef des mineurs lui demande s'il pourrait les aider une journée de plus, car une double incursion de rang A et de rang C est prévue le lendemain.
Jinwoo est surpris et demande si la guilde des chasseurs aura également des missions d'incursion ce jour-là. Paquito lui explique que le deuxième groupe d'assaut partira le lendemain, soulignant que la force du groupe de chasseurs réside dans leur capacité à attaquer des portails de rang avec 2 équipes, une prouesse qu'aucune autre organisation du pays ne peut accomplir. Saisissant cette seconde opportunité d'observer de plus près la guilde, Jinwoo décide de participer. Cette même nuit, Ain tente d'enquêter sur Jinwoo, mais découvre que toutes les informations concernant le chasseur Sun Jinwoo sont scellées. C'est la première fois qu'elle voit l'association dissimuler les informations de quelqu'un qui n'est pas un chasseur de haut niveau. Un peu plus tard, elle se demande pourquoi tant de gens s'intéressent à Sun Jinwoo. Elle a croisé de nombreux chasseurs dans sa vie, mais c'est la première fois qu'elle en rencontre un avec une odeur agréable. Le lendemain matin, Jinwoo rejoint ses collègues mineurs. Il se remémore avec nostalgie ses anciennes incursions. La matinée se passe sans problème, et tout le monde est impressionné par son efficacité. À l'heure du déjeuner, le capitaine de l'équipe d'incursion, Song Ki-hoon, demande au chef des mineurs s'il peut lui prêter un membre de son équipe, car la personne chargée du transport du matériel est absente. Il informe également que celui qui acceptera sera mieux récompensé. Toutefois, personne ne veut se porter volontaire, car même si la paie est plus élevée, entrer dans un donjon de rang à 100 capacités de défense personnelle est bien trop risqué. Profitant de l'occasion, Jinwoo se propose. Ses collègues préviennent Ki-hoon que Jinwoo est arrivé la veille et ne connaît pas encore bien les rouages du métier. Ki-hoon lui demande alors son rang et, en découvrant qu'il est de rang E, accepte qu'il les accompagne sans hésitation. Il se présente ensuite à Jinwoo. Lors du changement de scène, Jinwoo remarque que ce portail est bien plus grand que celui qu'il a vu précédemment. Cependant, il dégage beaucoup moins de puissance magique, ce qui le rassure. Il observe que l'équipe comprend 6 chasseurs de rang A et 3 de rang B. Bien qu'il n'y ait pas de chasseurs de rang S cette fois-ci, il est évident que cette guilde possède 2 équipes d'assaut très puissantes. En entrant dans le portail, Jinwoo sent que l'énergie magique est bien plus faible que dans le portail précédent. Mais, pour une raison inconnue, il ressent une étrange prémonition, similaire à celle qu'il avait en affrontant la porte rouge. L'un des membres de l'équipe lui dit de ne pas être nerveux, car tant qu'il reste avec eux, il ne sera pas attaqué par des créatures magiques. Ki-hoon pense qu'en réussissant cette mission, il pourra officiellement être nommé capitaine de l'équipe. Même s'il n'est pas aussi fort que le capitaine ou le vice-capitaine de la guilde, il reste un chasseur de rang A. Soudain, il ressent un danger imminent. Toute l'équipe réagit instantanément, se préparant au combat en un éclair. Jinwoo est stupéfait de voir qu'ils se sont organisés sans recevoir d'ordre précis. L'équipe est rapidement attaquée par une meute de chacals. Cependant, grâce à une coordination impeccable, il les élimine très facilement. Il trouve néanmoins étrange que des créatures magiques de rang C apparaissent dans un portail de rang A. En examinant les cadavres, il découvre que les chacals portent des colliers. Peu de temps après, un immense groupe d'orques supérieurs fait son apparition devant l'équipe d'assaut. Immédiatement, les orques commencent leur attaque. Ki-hoon parvient à la bloquer, mais il est surpris par leur immense pouvoir. Le tank de l'équipe utilise la provocation, mais cela n'a aucun effet, et les orques se dirigent directement vers la ligne arrière. Les chasseurs arrivent à les contenir, mais les orques supérieurs se révèlent être véritablement supérieurs, capables de rivaliser, voire de surpasser les chasseurs de rang A. Les jeunes chasseurs essaient de les repousser, mais malheureusement, les chasseurs de rang B ne sont pas à la hauteur et l'un d'eux perd un bras. Heureusement, la guérisseuse de l'équipe parvient à le régénérer. Cependant, l'équipe commence à être submergée par les orques supérieurs, et lorsque l'un d'eux est sur le point d'éliminer la guérisseuse, Jinwoo utilise son équipement et ses capacités de furtivité pour se débarrasser de l'orque, commençant ainsi à aider les autres chasseurs. Cela permet à l'équipe de reprendre l'avantage. Les chasseurs se demandent ce qui se passe, car soudainement, les orques supérieurs deviennent plus faibles. Jinwoo, bien qu'étant un étranger et ne souhaitant pas se mettre en avant, n'aime pas voir les gens mourir. Il continue donc à affaiblir discrètement les orques supérieurs. L'équipe d'assaut commence alors à massacrer les orques et se sent à nouveau en confiance. Une fois les orques éliminés, ils se réjouissent de voir que tout le monde est encore en vie, ce qui semble être un miracle. L'une des mages de l'équipe se rend compte qu'ils ont survécu grâce à l'aide de Jinwoo, car elle a pu percevoir sa capacité de furtivité. Cependant, elle décide de garder cela pour elle, pensant qu'il a ses raisons. L'un des membres demande à Ki-hoon s'ils doivent continuer, car l'endroit est trop dangereux et ils auraient besoin de plus de guérisseurs et de mages. Une des leur dit à Ki-hoon qu'elle comprend bien ce que c'est que d'être un capitaine pour la première fois, mais le mieux serait de se retirer. Mais Jinwoo pense comprendre ce qu'il ressent, et pourquoi il ne veut pas abandonner. Tout le monde veut conquérir le donjon, mais un leader sage sait quand se retirer. Ki-hoon annonce qu'il est temps de battre en retraite, bien qu'il veuille terminer le donjon, il n'est pas assez stupide pour les conduire à la mort. Cependant, en arrivant près du portail, il découvre qu'il est entouré d'une barrière qui les empêche de sortir. La mage précédemment mentionnée leur explique qu'avec du temps, elle pourrait peut-être la dissiper, mais la présence d'une entité capable de manipuler une telle magie dans ce donjon est inquiétante. La meilleure décision semble donc être de se retirer. Cependant, à ce moment-là, il ressent une vague de pouvoir magique. Désespéré,
il se précipite pour tenter de briser la barrière. Jinwoo se demande pourquoi une fluctuation magique aussi puissante n'a pas été ressentie à l'extérieur du portail. Soudain, les mages qui tentaient de dissiper la barrière sont affectés par une malédiction. Il demande à la guérisseuse de les soigner rapidement, mais au moment où ils se retournent, ils sont stupéfaits de voir une grande quantité d'orques supérieurs. Ki-hoon s'approche et le leader des orques se tient devant lui, commençant à parler dans leur langue. Il se présente comme un grand sorcier de la glorieuse tribu orque et révèle qu'il a bloqué l'entrée, attendant de les voir. Ki-hoon comprend que le chef du donjon parle à travers un soldat et lui ordonne de choisir entre mourir aux mains de ses soldats ou aller le rencontrer dans son trône. Sans autre option, Ki-hoon accepte de les suivre, mais avertit Jinwoo qu'une fois dans la salle du chef, ils seront attaqués immédiatement, ce qui lui donnera l'opportunité de fuir et d'informer les autres de ce qui se passe à l'intérieur. L'un des mages demande à Jinwoo de transmettre un dernier message à leur famille, lui demandant de sortir et de survivre. Jinwoo se souvient d'un moment où il était coincé dans un donjon à double niveau. À l'extérieur, le chef des mineurs aperçoit Ain et lui demande ce qu'elle fait là pendant son jour de congé. Elle lui répond qu'elle voulait poser des questions sur le chasseur Sun Jinwoo. Le chef lui explique qu'il est entré pour porter le matériel de l'équipe. À l'intérieur du donjon, les membres de l'équipe arrivent dans la salle principale où ils sont accueillis par une quantité écrasante d'orques supérieurs. Le chef des orques leur souhaite alors un bienvenue dans son royaume. Ain se demande pourquoi un chasseur de rang E s'est porté volontaire pour être porteur dans un donjon de rang A. Tout cela lui semble très suspect, et elle est sûre de l'avoir vu avec une arme à l'entrée de la salle du boss. Elle prévient le patron qu'elle va entrer dans le portail, mais avant cela, elle lui demande s'il peut lui prêter une arme. Le problème, c'est que le patron ne possède que des pelles, des pioches ou une planche. Ain hésite à entrer avec ça, mais finit par reconsidérer et entre finalement avec sa pioche. Pendant ce temps, à l'intérieur du donjon, les membres de l'équipe se rendent compte qu'il y a bien trop d'orques. S'ils parvenaient à sortir de là, ils pourraient facilement raser des villes entières. Mais ce qui les inquiète le plus, ce sont les 4 orques situés devant eux, qui dégagent une aura écrasante par rapport au reste de l'armée. C'est alors que Kargalgan s'adresse aux humains en leur demandant s'ils ont peur, tout en libérant une puissante aura. Les mages paniquent face à sa force magique écrasante, se sentant comme de simples apprentis en comparaison. Ki-hoon, accablé par sa puissance, lui demande pourquoi il les a conduits ici. Kargalgan lui avoue alors qu'il veut les tuer un par un, les faire souffrir et les torturer lentement pour divertir ses soldats. Mais soudain, il remarque quelque chose d'étrange parmi les humains, un élément qui ne devrait pas être là s'est infiltré parmi eux. Ki-hoon alerte immédiatement ses camarades que c'est le moment d'attaquer, mais personne ne bouge, paralysé par la peur. Malgré cela, Ki-hoon charge sur Kargalgan pour l'attaquer, mais ce dernier bloque son attaque aisément. Kargalgan utilise alors sa magie de gravité et joue avec Ki-hoon comme s'il était une balle en caoutchouc, l'écrasant tour à tour contre le sol et le plafond. C'est à ce moment que Jinwoo intervient et rappelle à Ki-hoon que ce donjon appartient aux chasseurs, et qu'il ne devrait donc pas intervenir. Mais puisque l'équipe d'assaut est en danger, il lui demande l'autorisation de s'occuper lui-même de toutes les créatures magiques présentes. Après avoir facilement éliminé l'un des orques, Ki-hoon accepte sa proposition, et Jinwoo, en se relevant, prévient Kargalgan qu'il est effectivement la présence la plus puissante qu'il ait jamais ressentie mais que c'est bien dommage qu'ils doivent l'éliminer. Il invoque alors son immense armée d'ombre. À l'extérieur du donjon, le chef de la surveillance, Jin-chul, arrive sur les lieux. Il se demande pourquoi Sung Jinwoo travaille comme mineur depuis 2 jours consécutifs. Le patron s'approche de lui et lui demande ce qu'il cherche. Jin-chul lui répond en demandant où se trouve le chasseur Sung Jinwoo. C'est alors que l'homme qui avait essayé d'intimider Jinwoo auparavant se met à courir, affirmant qu'il savait que quelque chose ne tournait pas rond avec lui. Le patron informe Jin-chul que Jinwoo est entré dans le portail avec l'équipe d'assaut pour les aider à transporter leur équipement. Jin-chul se demande ce que Jinwoo est en train de manigancer, surtout après être devenu un chasseur de rang S. En s'approchant du portail, il ressent immédiatement l'énergie écrasante de Kargalgan, et il ordonne une nouvelle évaluation du niveau du portail. À l'intérieur du donjon, Ain se demande comment l'équipe de Ki-hoon a pu tuer autant d'orques supérieurs. Mais elle se dit que si l'aura qu'elle vient de ressentir appartient au boss du donjon, elle doit faire vite, car leurs vies sont en danger. De son côté, Kargalgan sous-estime l'armée de Jinwoo. Mais Jinwoo améliore immédiatement les statistiques de ses ombres grâce à la compétence qu'il a obtenue en atteignant le niveau 70 dans la tour du démon. Grâce à cette puissance renouvelée, Ygritte tranche d'un seul coup une multitude d'orques, tandis qu'Acier en élimine également un grand nombre. Jinwoo, quant à lui, se ferait un chemin à travers la horde d'orques avec une facilité déconcertante, laissant l'équipe d'assaut sans voix. Ils sont stupéfaits de voir qu'il se déplace aussi bien que le vice-maître de leur guilde, et se demandent pourquoi quelqu'un d'aussi puissant travaillerait comme un simple porteur. Jinwoo évalue ses forces, son infanterie est à peu près équivalente aux chasseurs de rang B. Cependant, ses soldats subissent de lourdes pertes et doivent être ressuscités 4 à 5 fois pour vaincre un orc supérieur. Il doit donc réduire rapidement leur nombre. C'est alors que Kargalgan utilise sa magie du souffle du dragon et se moque de Jinwoo en affirmant que ses soldats ne sont que des marionnettes inutiles.
Jinwoo réplique aussitôt en lui faisant savoir que ses soldats peuvent être ressuscités à l'infini. Comprenant cela, Kargalgan change de stratégie et commence à éliminer les ombres à une vitesse alarmante, tentant ainsi d'épuiser la réserve de mana de Jinwoo. Pendant ce temps, l'équipe d'assaut, désespérée, tente de fuir. Jinwoo comprend que Kargalgan essaie de le maintenir à distance et d'user son énergie. À l'extérieur du donjon, après avoir terminé leur réévaluation, les enquêteurs annoncent à Jinchul que le portail, initialement de rang A, est maintenant extrêmement proche du rang S. Jinchul ordonne immédiatement d'alerter le maître de la guilde pour qu'il envoie du renfort. À l'intérieur, Kargalgan avertit Jinwoo qu'il finira par épuiser sa réserve de mana et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit éradiqué. Mais Jinwoo, après avoir utilisé une potion de mana, lui annonce qu'il ne lui a même pas encore montré le véritable pouvoir d'un nécromancien. Sans perdre une seconde, il commence alors à ressusciter les ombres des orques tombés au combat. Prévenant Kargalgan qu'il deviendra bientôt l'un de ses jouets, ce dernier est surpris et commence à avoir un bug dans la matrice, se demandant si Jinwoo est le seigneur. Cependant, sa matrice se brise, et il pense qu'il doit simplement obéir à la voix dans sa tête. Il ordonne alors à ses 4 généraux d'éliminer tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, Choi est informé de la situation et ordonne une convocation d'urgence pour tous les chasseurs de rang A et supérieur. Il pense que, dans le pire des cas, ils devront demander l'aide des guildes tigres blancs ou faucheurs. Même si cela est humiliant, il faut tout faire pour éviter que la situation ne s'aggrave. À l'intérieur du portail, les généraux de Jinwoo écrasent littéralement les généraux de Kargalgan. Ce dernier, furieux, décide d'intervenir personnellement et commence à appliquer des altérations d'état sur tous les présents, affectant rapidement l'équipe d'assaut. Cependant, Jinwoo est totalement immunisé grâce à sa compétence passive qui élimine toutes les altérations d'état. Il invoque ensuite ses mages et utilise un orbe magique pour amplifier son pouvoir, réussissant à briser la défense de Kargalgan. C'est à ce moment-là que Hein entre dans la grande salle et demande des explications à l'équipe d'assaut. Cependant, eux-mêmes ne sont pas sûrs de ce qui se passe réellement. Kargalgan, aveuglé par la rage, se transforme en géant et attaque avec toute sa puissance, éliminant à la fois les soldats de Jinwoo et ses propres orques. Mais en devenant plus grand, il devient aussi une cible plus facile. Après tout, comment un mage sans garde pourrait-il résister aux assauts d'un chasseur spécialisé en assassinat? Jinwoo esquive constamment ses attaques et commence à le trancher à répétition. Toutefois, il remarque que ses dagues ne causent pas beaucoup de dégâts. Il utilise alors la compétence domination du roi pour attraper des chaînes et ligoter Kargalgan avant de l'écraser violemment contre le sol. C'est à ce moment-là que Jinchul entre dans la salle, complètement stupéfait par la scène devant lui. Il informe Hein qu'il est entré dans le portail après avoir ressenti une puissante fluctuation magique, mais il semble que son intervention ne soit pas nécessaire. Hein, en voyant la réaction de Jinchul, pense que Jinwoo doit être un combattant de premier niveau. Impressionnée par sa puissance, elle demande à Jinchul qui il est. Ce dernier répond qu'il ne le sait pas vraiment. Jinwoo s'approche de Kargalgan et lui annonce qu'un mage qui perd ses gardes est déjà voué à la défaite. Kargalgan tente de continuer à se battre, mais finit par être capturé et détruit par les ombres de ses anciens généraux. Après l'avoir vaincu, Jinwoo estime qu'il ne serait pas juste de prendre tous les objets du donjon, mais qu'il peut au moins extraire ses ombres. Il utilise alors son pouvoir pour extraire l'ombre de Kargalgan et reçoit une notification lui demandant de lui donner un nom. Ayant oublié le nom original de son ennemi, il décide de l'appeler Crow. À sa grande surprise, il découvre que son rang est celui de chevalier d'élite. Jinchul s'approche alors de Jinwoo, qui était si concentré sur l'extraction de l'ombre qu'il ne l'avait même pas remarqué. Jinwoo ne sait pas quoi dire, mais est surpris lorsque Jinchul ordonne à ses hommes de le couvrir. Il annonce à l'équipe d'assaut et à Hein que le chasseur Sun Jinwoo, qui se tient devant eux, est un secret de haut niveau de l'association des chasseurs. Il leur demande donc de garder ce secret et de coopérer pour sortir en toute sécurité. Avant de partir, Kiun arrête Jinwoo et lui dit qu'il ne posera pas de questions, car il doit avoir ses raisons. Il le remercie cependant, car grâce à lui, ils ont tous survécu. Toute l'équipe d'assaut lui exprime sa gratitude. Jinwoo se souvient alors qu'il possède le testament de l'une des mages décédées et décide de le lui rendre. Alors qu'il quitte le donjon, une des mages demande à Hein pourquoi elle possède une pioche, et cette dernière, rougissante, se demande si Jinwoo la trouve bizarre. Un peu plus tard, au sein de la guilde des chasseurs, Choi réfléchit. Finalement, tout comme la guilde Tigre Blanc, ils ont été sauvés par cette mystérieuse personne. Il demande alors à Kiun qui est le plus fort entre lui et Jinwoo. Kiun reconnaît qu'un groupe bien équilibré, où les membres compensent les faiblesses des autres, est essentiel et il trouve cela normal. Kiun demande alors à Choi s'il se sent capable de gérer seul un donjon de rang A parmi les plus difficiles. Choi, sans aucun remords, admet qu'il n'en serait pas capable. Pendant que Choi sort, Kiun promet de faire de son mieux pour que Jinwoo rejoigne leur guilde. Pendant ce temps, Jinwoo rencontre Jino, qui lui demande s'il a pu faire avancer les choses concernant la guilde de son père. Jino lui révèle alors qu'il a besoin qu'il rejoigne officiellement sa guilde. De son côté, à l'association des chasseurs,
le célèbre acteur Lee Min-sung s'éveille en tant que chasseur et s'apprête à passer son évaluation de rang. Les reporters sont surpris de voir que les deux chefs des plus grands guildes sont arrivés à l'association des chasseurs pour attendre l'évaluation de Lee Min-sung. Cependant, ces derniers leur font bien comprendre qu'ils sont là pour d'autres raisons. Choi et Baek commencent à se disputer pour savoir qui pourra s'occuper de Jin-woo. C'est alors que le chef de la guilde des faucheurs leur demande s'ils sont là pour tenter de recruter Lee Min-sung. Agacés, ils lui répondent qu'ils ne sont pas intéressés par cette personne. Pendant ce temps, Jin-woo est dans les environs, et se demandant pourquoi il y a autant de chaos. À l'école de Gina, de nombreuses adolescentes sont surexcitées, car l'évaluation de Lee Min-sung est diffusée en direct. Ce dernier donne une conférence de presse, remerciant tout le monde pour leur présence et expliquant qu'il s'est récemment éveillé en tant que chasseur. Il annonce alors qu'il assumera son rôle et combattra sous le commandement du maître de la guilde des faucheurs, Lim Tagyu. Toutefois, en réalité, il pense que tout cela n'est qu'une mascarade, car il vient d'apprendre que son rang est à et que son contrat avec la guilde des faucheurs ne dure que 2 ans. Après cette période, il compte retourner dans l'industrie du divertissement, car il ne veut risquer sa vie pour personne d'autre que lui-même. Au même moment, Jin-woo tente d'entrer dans l'association des chasseurs, mais les gardes de Min-sung lui bloquent le passage, expliquant qu'une conférence de presse est en cours. Cependant, juste à cet instant, le président Go fait son apparition pour accueillir Jin-woo. Il ordonne à la sécurité de le laisser entrer, expliquant qu'il est son invité. Il rappelle également qu'ils avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas de conférence de presse à ce moment-là. Ignorant Min-sung, le président invite Jin-woo à entrer, ridiculisant ainsi Min-sung. Lorsque Min-sung tente d'entrer, Jin-chul l'arrête, expliquant qu'il y a d'autres personnes en train d'être réévaluées. Il s'agit évidemment de Jin-woo, et Min-sung lui demande s'il sait à qui il s'adresse, affirmant qu'un simple mot de sa part pourrait lui coûter son travail. Cependant, Jin-chul lui lance un regard glaçant, comme un véritable assassin, faisant comprendre à Min-sung qu'il n'est pas en position de jouer les arrogants. De son côté, Jin-woo remarque que Choi et Baek sont également dans l'association, attendant les résultats. Un peu plus tard, on informe Jin-woo qu'avant de passer l'évaluation, il faudra d'abord lui attribuer une catégorie en tant que chasseur. Jin-woo invoque alors une ombre et indique que c'est ce qu'il peut faire. Cependant, le président Go lui explique qu'après avoir lu le rapport de Jin-chul, il sait qu'il peut faire bien plus que cela. N'ayant pas le choix, Jin invoque une immense quantité d'ombre, révélant une puissance phénoménale. À l'extérieur, Choi et Baek paniquent en sentant son énergie magique écrasante, réalisant qu'il est bien plus puissant qu'eux. Un peu plus tard, après les tests, on lui remet sa carte d'identification avec son nouveau rang, il est désormais un chasseur de rang S. Jin-woo pense immédiatement qu'il pourra maintenant vendre l'orbe de l'avarice sans problème et utiliser l'argent pour s'équiper et conquérir le château du démon. Alors qu'il tente de partir, il est intercepté par Choi et Baek, qui le félicitent pour son nouveau statut de chasseur de rang S. Cependant, Jin-woo passe son chemin, expliquant qu'il a d'autres affaires à régler. Mais en ouvrant la porte, il est immédiatement capté par les caméras, qui annoncent en direct l'apparition du 10e chasseur de rang S. Gina est stupéfaite en voyant son frère à la télévision, encore plus en découvrant son rang. La nouvelle choque tout le monde, et beaucoup se réjouissent de cet exploit. De son côté, Min-sung est furieux que Jin-woo ait ruiné sa conférence de presse. Jin-woo informe également son père qu'il n'a malheureusement pas réussi à recruter Jin-woo, se souvenant que ce dernier lui avait dit qu'il avait d'autres objectifs et que rejoindre une organisation ne ferait que le ralentir dans sa quête de puissance. Cependant, Jin-woo lui avait tout de même fait savoir qu'il voulait l'avoir à ses côtés. Jin-woo annonce alors à son père qu'il compte suivre Jin-woo. Son père, un peu déçu, lui rappelle qu'à l'origine, ce projet était destiné à son frère, mais que Jin-woo était venu le convaincre de le lui confier à la place. Pourtant, en repensant à tout ce qu'il a vécu avec Jin-woo, Jin-woo dit à son père qu'il est désolé, mais qu'il partira quand même avec son ami. Son père est surpris par sa détermination. Pendant ce temps, les reporters empêchent Jin-woo de sortir. Baek lui propose alors de l'escorter chez lui, mais Jin-woo refusé, d'un bond spectaculaire, disparaît. Baek en reste bouche bée, incapable de suivre ses mouvements et comprenant à quel point Jin-woo a évolué depuis leur dernière rencontre. Sans perdre de temps, Jin-woo se rend dans un magasin pour acheter des artefacts. En voyant les prix exorbitants, il demande s'il peut avoir une réduction, mais le vendeur lui répond que ce n'est pas possible. Toutefois, il plaisante en disant que s'il parvient à briser les vitrines, il obtiendra les objets gratuitement. Jin-woo s'apprête à essayer, mais le vendeur l'arrête immédiatement, expliquant qu'il plaisantait. Jin-woo s'excuse et demande alors à voir quelques armes, précisant qu'il a un budget limité. Le vendeur responsable des armes se présente alors à Jin-woo et l'emmène pour lui en montrer quelques-unes. Il est surpris de voir que Jin-woo n'a même pas touché la vitre, et pourtant, celle-ci s'est brisée. D'un autre côté, le vendeur lui montre une dague, mais son prix est exorbitant. Jin-woo remarque qu'elle possède les mêmes caractéristiques que l'épée qu'il a obtenue en battant Kazaka. Il achète donc une dague dans la boutique et demande au vendeur combien il pourrait en tirer s'il la revendait. En apprenant qu'il pourrait la vendre pour environ 100 millions, il est choqué,
car il l'a acheté en magasin pour seulement 2,8 millions d'or. Il comprend alors que s'il revend les objets du magasin, il n'aura peut-être même pas besoin de vendre la sphère de l'avarice, car il pourra s'enrichir très facilement. Plus tard, au sein de la guilde du Tigre Blanc, Baek se demande comment Jinwoo peut devenir aussi puissant. Après un long moment de réflexion, il en arrive à la conclusion que Jinwoo est peut-être un chasseur capable de se renforcer en continu. Pendant ce temps, Jinwoo informe sa sœur qu'il sera absent pendant une semaine. Juste à ce moment-là, Jinwoo arrive à son appartement. Sans perdre de temps, il prévient Gina qu'il va travailler avec Jinwoo pendant une semaine et saisit fermement Jinwoo pour jouer le jeu. Un peu plus tard, alors qu'il se repose, Jinwoo invoque les gardiens autrefois sous les ordres de Kargalgan et leur confie la tâche de protéger sa sœur. Il monte ensuite sur le toit de l'immeuble pour renforcer la sécurité, invoquant plusieurs ombres afin qu'elles patrouillent dans toute la ville, comme une petite contribution au bien-être du peuple. Cependant, à ce moment-là, une silhouette mystérieuse apparaît en train de survoler la mer. Le lendemain, alors qu'ils partent en voyage, Jinwoo demande à Jino s'il est sûr de sa décision, car il n'était pas obligé de fuir sa maison. Jino lui répond que c'est son choix et, en retour, lui demande quel type de travail il effectue à la Tour des Uns. Jinwoo lui explique qu'il s'agit d'un entraînement, puis, après avoir pris congé, il entre dans la tour démoniaque. Il équipe ses nouveaux accessoires et se prépare pour l'opération de conquête de la tour démoniaque. C'est alors qu'une notification apparaît, lui indiquant qu'il doit collecter l'âme du monarque démoniaque Baran. En récompense, il obtiendra la pierre unique d'échange d'ombre. Enthousiasmé, il ne perd pas de temps et se met en action. Pendant ce temps, la mère de Jino confie à son mari qu'elle ne s'attendait jamais à ce que leur fils quitte la maison. Alors que ce dernier s'apprête à répondre, il s'effondre soudainement. Dans la tour démoniaque, Jinwoo invoque Crow et lui remet la sphère de l'avarice, qui amplifie son pouvoir magique. En testant sa puissance sur un démon géant, il est impressionné par l'immensité de son pouvoir. À l'hôpital, le père de Jino apprend que son fils est venu lui rendre visite après son malaise. Il se remémore comment le médecin l'a diagnostiqué avec le sommeil éternel, une maladie qui touche les personnes ayant une faible résistance au pouvoir magique. Il comprend alors que si l'un de ses proches est un chasseur, il pourrait avoir été affecté par ce pouvoir. Cependant, cette information a été cachée à Jino, car s'il l'apprenait, il se sentirait coupable de la maladie de son père. Dans ce monde imprégné de magie, une personne sans résistance est vouée à disparaître. Pendant ce temps, ailleurs, des chasseurs patrouillent dans la zone lorsqu'ils tombent soudainement sur une créature humanoïde ressemblant à une fourmi. De retour dans la tour démoniaque, Jinwoo continue de monter en niveau à une vitesse folle. Il a divisé ses ombres en 6 équipes pour qu'elles agissent séparément et maximise ainsi le nombre de morts afin d'acquérir plus d'expérience. Cependant, il commence à perdre une quantité importante de mana lorsqu'un démon anéantit l'équipe des orques. Il décide alors d'enquêter. Après un moment d'observation, il comprend que le démon auquel il est confronté possède une intelligence suffisante pour évaluer la force de ses adversaires. Il en conclut que la prochaine équipe ciblée sera celle des tanks. Comme prévu, un groupe de démons élimine l'équipe des tanks, mais Jinwoo surgit de sa cachette et anéantit rapidement le groupe d'ennemis. Il dit alors qu'il s'est toujours demandé si les bêtes magiques pouvaient ressentir la peur, mais il vient enfin de trouver sa réponse. Dans la scène suivante, un combat sanglant a lieu entre le démon et Jinwoo. Cependant, alors qu'il est sur le point d'envoyer le démon aux portes de Saint-Pierre, ce dernier, paniqué, implore sa clémence. En lui retirant son casque, Jinwoo découvre qu'il s'agit d'une femme, qui, en panique, lui demande à nouveau de l'épargner. Jinwoo lui demande comment elle peut espérer être pardonnée après les avoir attaqués. Elle lui explique que son devoir en tant que chevalier est de protéger son seigneur et que tant qu'elle sera en vie, ses chevaliers seront heureux. Jinwoo la trouve complètement folle, mais finit par lui accorder la vie sauve. Cependant, l'idiote pense que c'est le moment parfait pour l'attaquer à nouveau, mais échoue lamentablement et se retrouve de nouveau à genoux, suppliant pour sa vie. Jinwoo la trouve pathétique mais lui demande si elle peut lui obtenir l'autorisation d'accéder à l'étage supérieur. Elle lui révèle que sa famille les garde et que si elle est épargnée, elle pourra les lui remettre, car elle connaît les emplacements de toutes les autorisations des niveaux supérieurs. Jinwoo comprend ainsi pourquoi il ne pouvait pas les obtenir malgré ses victoires écrasantes contre ses ennemis. La démone lui propose alors un marché, si Jinwoo promet de ne pas toucher à sa famille, elle lui remettra toutes les autorisations. Mais Jinwoo s'approche, libérant une aura écrasante, et lui demande s'il peut vraiment lui faire confiance. Paniquée, elle lui répond qu'ils ne le trahiront pas. Avec cet accord conclu, Jinwoo promet de ne pas tuer la démone à condition qu'elle lui remette l'autorisation. Au passage, il l'interroge sur sa véritable nature. Pendant ce temps, sur une île isolée, un gigantesque insecte dévore un cadavre sous le regard d'un homme. De retour auprès de Jinwoo, la démone se présente sous le nom d'Ezil, l'aîné du clan Radir. Cependant, ce n'est pas la réponse que Jinwoo attendait. Il voulait savoir quelque chose au-delà du système mentionné par Baruka, le seigneur des elfes de glace. Jinwoo demande alors si des démons comme Ezil entendent constamment une voix dans leur esprit leur ordonnant de tuer les humains. Contrairement à ses attentes,
elle explique qu'elle entend un autre ordre, protège l'endroit où tu te trouves, une injonction qui a commencé dès leur arrivée dans ce lieu. Surpris par cette révélation, Jinwoo l'interroge sur le remplacement précédent. Ezil raconte alors qu'ils se trouvaient dans le royaume démoniaque, mais qu'un jour, ils sont simplement apparus ici sans explication. Jinwoo lui demande ce qu'ils faisaient dans le royaume démoniaque. À cet instant, Ezil réagit étrangement, comme un automate, et déclare qu'il se préparait pour une guerre contre un ennemi si puissant que tous les démons ont dû s'unir pour l'affronter. Cependant, alors qu'elle est sur le point de révéler ce qui s'est passé lorsque la guerre semblait imminente, le système interne se déclenche, répétant 2 fois que la limite d'information autorisée a été atteinte et que la conversation sera immédiatement interrompue. Aussitôt, Ezil s'effondre, mais Jinwoo la rattrape juste avant qu'elle ne touche le sol. Pendant ce temps, la nouvelle de la destruction causée par la fourmi ne tarde pas à se répandre. L'extermination de la créature a causé la mort de 294 civils et 108 chasseurs, dont 4 de rang E, 1 de rang C et 1 de rang B. Cela fait comprendre à l'association des chasseurs que la puissance de cette simple fourmi équivaut à un monstre de rang A. L'île en question est située à 120 km de l'île de Jeju, et si ces fourmis acquièrent une meilleure capacité de vol, elles pourraient atteindre le sud du pays. Face à cette menace, le président Go ordonne de demander du renfort au Japon et d'alerter les pays voisins. Il annonce également le lancement de la 4e mission d'incursion sur l'île de Jeju. De retour dans la tour du démon, Jinwoo et Ezil arrivent au château de la famille Radir. Son père, stupéfait, leur demande ce qu'ils font là. Terrifié, il remarque que Jinwoo est accompagné d'une armée massive de troupes tapies dans l'ombre. Pris de panique, il ordonne l'arrestation de Jinwoo, mais Ezil l'arrête. Jinwoo rappelle alors qu'il a fait une promesse, tant qu'on lui donne l'autorisation d'accès, il n'attaquera personne. Le chef des Radir, résigné, comprend que cet homme a vaincu Vulcan et Metu, et qu'il est donc impossible à battre. Il finit par remettre l'autorisation d'accès à Jinwoo. Mais avant de partir, Jinwoo annonce qu'il emmène Ezil avec lui, car elle lui servira de guide, connaissant l'emplacement des autorisations à chaque étage. Le roi démon lui demande alors de garantir la sécurité de sa fille, et une fois l'accord conclu, il quitte les lieux. Après une série de massacres, Jinwoo atteint l'étage 90 avec ses meilleures ombres. Ezil l'avertit que les démons à partir de cet étage sont à un niveau complètement différent, car ce sont des démons nobles de haut rang. Obtenir les autorisations par le dialogue pourrait être une meilleure solution. Mais Jinwoo lui demande si, à sa place, elle aurait négocié avec un adversaire plus faible qu'elle. Comprenant son raisonnement, Ezil se rend compte que Jinwoo n'a aucune intention de parlementer avec des insectes misérables. Il lui annonce qu'il fera de la famille Radir la plus puissante de toutes. Ezil lui demande pourquoi il a épargné sa famille. Il lui répond que c'est simplement parce qu'il lui plaise et qu'il aime les gens qui ont des pensées simples. Il lui ordonne alors de retourner dans son territoire, mais elle refuse, affirmant qu'elle veut voir jusqu'où il peut aller. N'ayant pas d'autre choix, ils poursuivent leur ascension. En avançant, Jinwoo remarqua que le niveau de difficulté avait effectivement augmenté comme Ezil l'avait dit. Pourtant, malgré l'élévation du nombre et de la puissance des ennemis à chaque niveau, l'humain avançait résolument avec son armée spectrale, surmontant tous les obstacles qui entravaient son chemin. Alors qu'il gravissait la tour, Jinwoo n'avait qu'un seul objectif en tête, rassembler les ingrédients pour l'élixir de vie, et rien ne l'empêcherait d'atteindre ce but. Pendant ce temps, au siège de l'association des chasseurs, Choi informa Shahine qu'ils avaient été convoqués pour la 4e expédition sur l'île de Jeju, aux côtés du président Baek de la guilde White Tiger et de tous les autres chasseurs de rang S du pays. Sha remarqua que Jinwoo figurait également sur cette liste. Le maître précisa que cette mission serait une opération conjointe avec le Japon, car les fourmis étaient désormais capables de voler, ce qui représentait une menace directe pour ce pays également. Bien que la date de la mission n'ait pas encore été décidée, Choi était convaincu qu'elle commencerait bientôt. Afin d'établir la stratégie à adopter, une réunion était prévue aujourd'hui avec les chasseurs de la plus grande guilde du Japon. Pendant ce temps, Jinwoo atteignit enfin le 100e et dernier étage du château démoniaque. Sans qu'il ne le sache, une créature ailée s'approcha rapidement, émettant une puissance surréelle, et révéla son visage à l'ennemi. Jinwoo comprit qu'il s'agissait de Baran, le monarque démoniaque qui régnait sur les cieux de l'enfer avec son wyvern Kézélin. Pour la première fois depuis longtemps, ressentant l'aura de cet adversaire, Jinwoo se demanda s'il était capable de le vaincre. La soif de sang de Baran affecta directement Ezil, qui trembla de terreur face à une telle menace. Jinwoo fut impressionné que ce seigneur des seigneurs soit non seulement capable de commander des démons, mais qu'il chevauche également un wyvern. Soudain, Baran invoqua de nombreux portails autour du champ de bataille, d'où émergea une horde infinie de démons, encerclant les deux adversaires. Désespéré, Ezil demanda ce qu'ils allaient faire maintenant. Alors que les démons avançaient à grande vitesse, l'humain invoqua le domaine du monarque, faisant apparaître son armée d'ombre pour affronter les ennemis. Voyant les unités d'élite de Jinwoo en action, Ezil ne pouvait pas croire que cet homme était capable de tels exploits. Mais désormais, la cible n'était autre que Baran, le monarque démoniaque, souverain de ce château. Sachant cela, Ezil se demanda un instant de quel côté elle devrait se ranger dans cette guerre.
Avec son pouvoir indescriptible, Baran cracha de l'énergie magique qui envahit les nuages du ciel et forma un anneau de mana qui fit pleuvoir des éclairs, détruisant des dizaines de soldats spectraux de Jinwoo avant d'atteindre Ezil. Sachant qu'elle n'avait pas le temps de s'échapper, la démone ferma les yeux et attendit sa mort. Mais lorsqu'elle réalisa ce qui se passait, Jinwoo l'avait protégée avec sa cape, réfléchissant à ce qui venait de se passer. L'homme comprit que ces éclairs n'étaient pas ordinaires, car leur zone d'effet était large et causait des étourdissements. Ainsi, même si ces soldats revenaient à la vie, ils consommaient beaucoup plus de mana lorsqu'ils étaient détruits, ce qui épuiserait rapidement les réserves de MP de l'utilisateur. Par conséquent, avant que cela n'arrive, l'humain devait trouver un moyen de gérer la situation. En activant ses capacités de furtivité et de sprint, Jinwoo visa Baran dans une explosion extraordinaire, mais même en mode furtif, il fut repéré par Baran, qui bloqua l'attaque soudaine du chasseur. À ce moment-là, Baran projeta l'humain directement au sol et expulsa une puissante décharge électrique de sa bouche en direction de l'ennemi. Jinwoo courut pour sauver sa vie, fuyant cette attaque qui le poursuivait partout où il allait. Craignant le pire, il appela à l'aide Kargalgan et Ygritte, qui répondirent avec leur propre pouvoir pour repousser la colère du monarque démoniaque. Kargalgan, avec ses flammes, réussit à repousser l'électricité, tandis qu'Ygritte décapita Kézélin en lançant son épée sur le wyvern. Désormais, Baran combattrait sans sa monture. De retour au siège de l'association, une agente japonaise se présenta comme Anekawa, tandis que l'homme à ses côtés était Goto Ryuji, maître de la guilde du katana éclair. Anekawa servirait d'interprète à Goto lors de la réunion. Le président Go dit que le katana éclair est la plus grande guilde du Japon et la deuxième plus grande d'Asie, avec le plus de rang S. Anekawa, parlant au nom du leader de cette guilde, les informa qu'il y avait deux points cruciaux pour cette opération conjointe. Le premier était l'espérance de vie des fourmis, qui grandissait rapidement après l'éclosion mais ne vivait qu'environ 1 an. Ainsi, si la reine fourmi était tuée, le reste mourrait dans ce laps de temps. L'autre point était leur comportement, découvert lors d'autres raids, les fourmis étaient attirées par les ennemis les plus forts, dotés du plus grand pouvoir magique. Ainsi, l'opération devait utiliser ces deux facteurs contre les insectes. Avec cela, Goto annonça que sur les 11 membres de rang S de sa guilde, 10 participeraient, y compris lui-même. Les Coréens furent surpris par cette information, tandis que les Japonais expliquèrent leur stratégie, ils attireraient l'attention des fourmis, tandis que les Coréens devraient éliminer la reine. Jinchul se souvint que les Japonais devraient affronter des milliers de fourmis simultanément, mais Goto croyait que cela ne poserait pas de problème, car des simulations d'intelligence artificielle avaient montré que ce plan avait les plus grandes chances de succès. Avec cela, Goguni accepta le plan. Pendant ce temps, au 100e étage du château démoniaque, la bataille faisait rage avec une telle fureur et intensité que Jinwoo avait à peine le temps de reconstituer son mana avec des potions. Kargalgan et Ygritte lancèrent toute leur puissance contre Baran, mais même s'ils étaient extrêmement puissants, il devint clair que le monarque démoniaque était d'un autre niveau. Après avoir été incrédule que son coup fatal ait été bloqué, Jinwoo fut saisi par la tête par Baran. Mais juste au moment où il allait être tué, Kargalgan réussit à protéger son maître, lui donnant une chance de plonger la dague dans le bras du démon. Kargalgan, Ygritte et Acier s'unirent pour maîtriser l'ennemi le plus puissant qu'ils aient jamais affronté, mais sa force était si incroyable qu'il réussit à se libérer d'eux tous en même temps. De plus, comme si cela ne suffisait pas, le mana de Jinwoo s'épuisa finalement, le laissant sans son armée face à l'ennemi le plus puissant qu'il ait jamais affronté. Sans délai, un duel presque invisible commença, étant donné la vitesse imperceptible des deux combattants. Malgré la grande agilité de Jinwoo dans cette bataille, il fut bientôt surpris et perdit ses dagues dans une attaque de Baran. Utilisant la force brute, il réussit à empêcher le démon de le frapper avec ses épées, mais Baran menaça de cracher une autre décharge électrique qui mettrait fin au combat. Voyant que le pire était sur le point d'arriver, Ezil lança son arme en l'air pour attirer l'attention du monarque démoniaque. La tactique fonctionna et causa une distraction, permettant à l'humain de mettre à profit tout ce qu'il avait investi dans l'attribut de force et le toucher du dominateur. Il arracha les bras du démon avec une telle force qu'il les détacha complètement. Après avoir poussé un rugissement de douleur, Baran prépara la décharge électrique, mais Jinwoo réagit rapidement avec un coup de poing au menton du monstre, faisant exploser sa tête et déclenchant un faisceau d'énergie qui s'éleva dans le ciel. Cela fait, une notification du système arriva, Jinwoo a vaincu Baran, le monarque démoniaque, et a obtenu son âme. Lorsque le combat prit enfin fin et que le ciel s'éclaircit, Jinwoo s'effondra au sol et dit à Ezil de rentrer chez elle. Après tout, celui qui régnerait sur le château démoniaque désormais serait le clan Radir. Ému, Ezil le remercia pour tout ce qu'il avait fait pour sa famille. Jinwoo tente de créer l'élixir de la vie, mais il réalise que le taux de réussite et la quantité produite dépendent de son niveau d'intelligence. Malgré cela, il décide d'essayer et parvient à créer 6 élixirs. Il est anxieux, se demandant si cet élixir pourra vraiment guérir la maladie de sa mère. À ce moment-là, Acier lui apporte le cadavre du dragon. Jinwoo en profite pour en extraire une ombre et la nomme Kaizel, le wyvern de l'ombre. Ezil est ravi, car grâce à ce dragon, ils pourront rentrer rapidement chez eux.
Pourtant, Jinwoo reste plongé dans ses pensées, impatient de tester les effets de l'élixir. Il se rappelle aussi avoir reçu une pierre unique en récompense. En l'utilisant, il obtient la compétence échange d'ombre, qui lui permet d'intervertir sa position avec n'importe quel soldat de l'ombre. S'excusant auprès des îles, il lui demande de rentrer seul au château, car il a des affaires urgentes à régler. Il promet que, si le destin le permet, ils se reverront. Sans perdre de temps, il échange sa position avec un soldat en patrouille, invoque Kaizel et s'envole en direction de l'hôpital. Pendant ce temps, au sein de l'association des chasseurs, le président Go et Jinchul passent en revue le plan d'éradication des fourmis de l'île de Jeju. Ils savent que si l'interférence dans la communication sensorielle des fourmis échoue, cela pourrait être un gros problème. Bien que les recherches aient donné des résultats précis et que les conclusions des Japonais concordent avec les leurs, ils ont tout de même prévu un plan de repli en cas d'échec. Toutes les préparations doivent être minutieuses avant d'envoyer les chasseurs sur l'île. Le président Go demande alors à Jinchul s'il a réussi à contacter le chasseur Sung Jinwoo, mais celui-ci répond par la négative, car Jinwoo était encore dans la tour des démons. De son côté, Baek rencontre Byung-gu, un chasseur de rang S spécialisé dans les soins. Byung-gu est l'un des rares chasseurs au monde à s'être retiré jeune avec tous ses membres intacts. Il demande à Baek s'il compte vraiment aller sur l'île de Jeju, rappelant que leur ami Eunseok y a perdu la vie. Baek répond qu'ils ne peuvent pas laisser les fourmis se déchaîner, sinon le pays sera détruit. Byung-gu lui annonce alors qu'il ne compte pas participer à cette mission. Il prévoit de passer un concours pour devenir fonctionnaire, car il ne veut plus voir de sang. Il estime que ces batailles sanglantes devraient rester dans les histoires et non dans la réalité. Baek trouve étrange qu'un chasseur refuse de se battre, alors que la plupart aiment ce mode de vie. Il se demande si c'est peut-être une condition pour éveiller son pouvoir. Pendant ce temps, Jinwoo retrouve sa mère. En voyant la cicatrice sur son cou, il se souvient qu'elle l'a eu par sa faute. Il hésite à lui donner l'élixir, car il ne sait pas quel sera l'effet. Mais après avoir été témoin d'innombrables miracles grâce au système, il décide de lui faire confiance. Les mains tremblantes, il administre l'élixir à sa mère. Rapidement, sa cicatrice disparaît et elle rajeunit visiblement. Jinwoo prie pour que sa mère ouvre les yeux. À ce moment-là, sa sœur Jina, à la maison, sent une brise chaude et réconfortante. Sous la lumière de la lune, Jinwoo observe sa mère et, stupéfait, la voit ouvrir les yeux. Désorientée, elle lui demande s'il est bien son fils et depuis combien de temps elle a dormi. Essayant de retenir ses larmes, il lui répond qu'elle est restée inconsciente pendant 4 ans. Il la rassure en lui disant que Jina va bien. Sa mère remarque alors toutes les blessures sur son corps et comprend qu'il a dû traverser de nombreuses épreuves. Elle lui dit qu'il a grandi et le remercie d'avoir tenu sa promesse de veiller sur sa sœur. Voyant cela, Jinwoo ne peut plus se retenir et fond en larmes. Le lendemain, les médecins sont abasourdis. Une patiente atteinte du sommeil éternel s'est réveillée sans qu'aucune anomalie ne soit détectée. La famille demande donc à être immédiatement autorisée à quitter l'hôpital. Jina, submergée par l'émotion, pleure en serrant sa mère dans ses bras, tandis que Jinwoo ressent enfin la satisfaction d'avoir vu ses efforts récompensés. Pendant ce temps, le président Go organise une conférence de presse pour annoncer officiellement le lancement de la 4e mission d'incursion sur l'île de Jeju. L'opération mobilisera non seulement des chasseurs de rang S sud-coréens, mais aussi 10 chasseurs de rang S japonais. Quant aux chasseurs de rang A et inférieurs, ils seront chargés de la surveillance maritime et de la défense nationale. Byung-gu se remémore la première incursion. Son camarade Eunseok avait peur d'y aller, mais il était prêt à se battre pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Il savait que la sécurité du pays reposait sur leurs épaules, et il ne pouvait pas laisser la Corée devenir un nid de fourmis. De son côté, Jinwoo et sa famille rentrent enfin chez eux. Mais en entrant, ils découvrent le désastre que Jina a laissé derrière elle après toutes ces années. Jinwoo est sur le point de la réprimander, mais leur mère l'arrête et annonce que, après 4 ans, il est temps de nettoyer la maison tous ensemble. Jinwoo observa la scène tant désirée, mais il ressent une certaine inquiétude, se demandant s'il a franchi une ligne qu'il n'aurait pas dû en tant que chasseur. À ce moment-là, sa mère lui demande s'il a eu des nouvelles de son père. Elle mentionne que son père était pompier avant de devenir chasseur et qu'elle l'a épousé parce qu'elle trouvait incroyable le fait qu'il sauve des vies. Jina, quant à elle, annonce qu'elle étudie pour devenir médecin, afin de sauver des vies elle aussi. Soudain, Jinwoo reçoit un appel. Pendant que le président Go dit à Jinchul qu'il ne s'attendait pas à voir cette personne apparaître après la conférence de presse, le célèbre Thomas Andrew, un chasseur de rang nation et une autorité nationale en Amérique. Ils espéraient qu'il collaborerait à l'opération sur l'île, mais une personne dont la puissance équivaut à celle d'une armée nationale n'intervient normalement pas dans les opérations d'un autre pays. Il est donc possible qu'il soit venu en Corée pour des visites de courtoisie, ou pour régler le cas du chasseur Dongso. Go demande alors à Jinchul s'il a pu contacter Jinwoo, et il lui répond que oui, il arrivera bientôt. Un peu plus tard, le président Go annonce à Jinwoo que la mission d'assaut est un objectif de longue date et qu'ils partiront dans quelques jours, lui demandant s'il participera. Jinwoo voit cela comme une grande opportunité pour monter en niveau et refuse de la gâcher, mais maintenant que sa mère est de retour, il souhaite passer du temps avec elle. Cependant,
il perçoit alors des ondes de puissance magique. Le président Go s'étonne qu'il les ait senties à une telle distance et lui révèle que des chasseurs de rang S s'entraînent au gymnase. Curieux, il lui propose d'aller jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, au gymnase, Baek teste sa force contre un chasseur de rang S, mais il est facilement mis à terre. Jinwoo les observe d'en haut, car il est rare de voir autant de chasseurs de rang S réunis. Voyant la situation de Baek, Jinwoo demande au président pourquoi il ne se donne pas à fond face à l'autre chasseur. Choi apparaît alors et commente que si Baek se donnait à fond, son adversaire ne tiendrait pas le coup. Il indique que le chasseur Ma Dong-wook, de la guilde Gloryu, et précise que Baek ne montre pas toute sa puissance devant tant de monde, car lorsqu'il se bat à pleine puissance, il devient un véritable monstre. Choi lui signale aussi que les deux hommes debout appartiennent au groupe des chevaliers. À ce moment-là, les chasseurs japonais entrent dans le gymnase avec leur chef de guilde, Goto Ryuji. Ceux-ci s'interrogent sur l'identité de l'homme perché en haut. Hanekawa leur apprend qu'il s'agit de Sun Jinwoo, récemment devenu chasseur de rang S. Goto remarque qu'il a l'air d'un assassin talentueux, mais Hanekawa précise qu'il est un type mage. Il ajoute que la force des Coréens est décevante, peut-être parce qu'il compare toujours les combats à ceux de son maître, Goto. Ce dernier, cependant, estime qu'il est trop tôt pour juger. À ce moment, le maître des chevaliers s'approche, visiblement offensé par le commentaire de Hanekawa. Son membre le présente comme Park Jong-su, un chasseur de rang A, mais malgré cela, il dirige toujours l'une des 5 principales guildes de Corée. Shahin intervient alors pour demander à tout le monde de ne pas causer de problème. Goto suggère qu'il pourrait organiser un combat amical impliquant uniquement des chasseurs de rang S. Le président Go trouve l'idée intéressante, mais il note qu'il sera difficile d'évaluer la puissance des mages et des chasseurs non combattants. Finalement, seuls les chasseurs de type combat pourront participer. Baek explique que le combat suivra certaines règles. Si un combattant est saisi par les poignets, touché dans le dos ou mis à terre, il sera considéré comme vaincu. De plus, ce ne sera pas un duel en 1 contre 1, mais un affrontement collectif, car l'affrontement sur l'île sera tout aussi chaotique. Cette idée intrigue Goto, et les combattants sont choisis, du côté japonais, Tawata, Kumamoto, Oshino et Tanaka, et du côté coréen, Shahin, Baek, Ma et Lim. Le combat amical commence alors. Les chasseurs se regardent les uns les autres, tandis que quelqu'un remarque que Goto ne va pas se battre. Cependant, grâce à cela, il peut maintenant assister à un combat entre chasseurs de rang S. Le chasseur Ma devient énorme et mesure sa force contre Tanaka dans un affrontement brutal de poings, tandis que Lim court pour sauver sa peau, étant un chasseur à distance, et Oshino s'assure de réduire cet écart. Pendant ce temps, Baek tente de porter une attaque puissante à Kumamoto, mais ce dernier se contente de fuir, pensant qu'il n'est pas très doué pour gérer ce genre de situation. Baek pense que Goto met sûrement ses chasseurs à l'épreuve pour voir s'ils peuvent bien performer sur l'île Jeju, et décide donc de prendre les choses plus au sérieux. Cependant, on voit que le chasseur Ma se fait tabasser, et les Japonais ne perdent pas de temps pour attaquer en surnombre. De son côté, Aim contrôle totalement son combat, dominant largement Tawata, et après l'avoir rapidement vaincu, il partait des Baek, qui se trouvent en difficulté. Toutefois, Kumamoto surgit derrière lui, mais Aim le frappe instinctivement, provoquant la perte de contrôle de Kumamoto. Ses coéquipiers commentent que, lorsqu'il est dans cet état, personne ne sait ce qu'il pourrait faire. Furieux, Kumamoto attaque Aim rapidement, et alors qu'il est sur le point de lui asséner un coup puissant, Jinwoo intervient, déclarant que cela dépasse largement un simple combat amical. Kumamoto, en colère, tente de l'attaquer, mais Jinwoo le neutralise facilement. Goto demande alors à Hanekawa si ce type est vraiment un mage, car il n'en a pas l'air, et qu'il devra vérifier lui-même. Finalement, les Coréens acceptent leur défaite, car Baek est également à bout. Hanekawa s'approche de Jinwoo et lui demande s'il accepterait un combat contre le maître de guilde. Jinwoo remarque que Goto libère une aura de combat intense et, voyant cela comme une opportunité parfaite pour tester ce qu'il a perfectionné au château du démon, il accepte. Cependant, son sourire agace Goto. Hanekawa informe ensuite son chef que le chasseur Jinwoo a accepté le duel, mais à la seule condition que Goto donne son maximum. Ce dernier sourit, intrigué. Pendant ce temps, Lee, en regardant les nouvelles sur l'incursion sur l'île Jeju, passe un appel pour se renseigner sur les postes de sentinelle à l'extérieur de l'île. De retour au combat, Aim pense avoir bien analysé les capacités de Jinwoo, qui se révèle très compétent. Cependant, elle se demande s'il pourra faire face à un chasseur de rang S comme Goto. Baek lui fait remarquer qu'ils sont entourés de nombreux chasseurs ce jour-là. Aim répond qu'il ne peut pas intervenir dans un combat et se boucher le nez au même moment. Elle demande à Baek s'il ne devrait pas arrêter le combat, ce qui fait rire Baek, qui partage son avis. En combat rapproché, un affrontement entre un combattant et un mage est souvent déséquilibré, et il devrait normalement intervenir. Mais Baek est persuadé que Jinwoo est un éveillé capable d'évoluer. Jinwoo tente d'annoncer à Goto que le combat peut commencer, mais ce dernier ne lui laisse pas le temps et attaque immédiatement. Cependant, Jinwoo esquive facilement, et Goto réalise que, vu sa vitesse, il ne peut pas être un simple mage. Il est maintenant déterminé à révéler sa véritable nature.
Il enchaîne rapidement les attaques, mais Jinwoo les esquive sans problème, pensant que Goto est à un niveau totalement différent des autres chasseurs de rang S. Les autres combattants sont stupéfaits par le duel qui se déroule sous leurs yeux. Au milieu de la bataille, Goto s'énerve en voyant Jinwoo sourire tout en esquivant ses coups. Ain remarque que Jinwoo ne fait pas qu'éviter les attaques, il analyse également son adversaire. Furieux, Goto décide d'en finir et lance une attaque qui entaille le visage de Jinwoo, avant de tenter de l'achever. Cependant, Jinwoo stoppe son coup à main nue, laissant Goto stupéfait. Jinwoo lui explique qu'il a attrapé sa main au lieu de son poignet, car s'il l'avait saisi autrement, le combat aurait été terminé immédiatement, et aucun d'eux ne le souhaite. Les deux combattants prennent alors leur distance et libèrent une puissante aura. Les Japonais sont choqués de voir Goto prendre ce combat au sérieux, se rendant compte que, si cela continue, aucun des deux ne s'en sortira indemne. Juste avant qu'ils n'entrent en collision, un mur de glace se dresse entre eux, et les chasseurs des deux camps décident de les arrêter. Si les choses dégénèrent, personne ne pourra assumer la responsabilité des conséquences. Après un moment, Ma félicite Jinwoo pour être sorti de là avec seulement une égratignure, tandis que Jinwoo réalise qu'il s'est laissé emporter. Cependant, grâce à cela, il connaît désormais les forces de tous et a implanté des soldats de l'ombre dans leurs ombres. Plus tard, le président Go informe Goto qu'il lui enverra bientôt la liste des participants à la mission d'incursion. Après leur départ, Jinwoo rencontre le président Go. D'un autre côté, Goto informe son vice-maître de guilde, Reiji Sugimoto, qu'il y a en Corée un chasseur extrêmement doué dont il n'est pas sûr de pouvoir venir à bout. Il lui révèle que ce chasseur s'appelle Sun Jinwoo. Mais Reiji lui apprend que ce chasseur ne figure pas sur la liste des participants à l'expédition sur l'île Jeju. Cette nouvelle surprend Goto. De son côté, Ain informe Choi que Jinwoo ne participera pas. Baek découvre également que Byung-gu ne figure pas sur la liste, ce qui signifie qu'il dispose actuellement de 15 chasseurs de rang S pour l'incursion. Désormais, leur unité doit absolument remporter la victoire. Le soir, de retour chez lui, Jinwoo est accueilli par sa mère. Alors qu'ils dînent ensemble, il pense au fait qu'elle s'est enfin réveillée après 4 ans de sommeil, et que c'est à ce moment précis qu'il a le plus besoin d'elle. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas aller sur l'île Jeju. Pendant ce temps, sur l'île, les fourmis, privées de nourriture, ont commencé à se dévorer entre elles. La reine affirme qu'elles doivent quitter cet endroit au plus vite et a besoin d'un enfant fort pour les guider. À cet instant, un nouvel œuf éclot, révélant une fourmi qui subit une étrange métamorphose, changeant de couleur. Lorsqu'elle s'éveille complètement, une puissante vague d'énergie se dégage de l'île. Le lendemain, les informations annoncent que les monstres de type fourmi évoluent à une vitesse alarmante, ils peuvent désormais voler et prennent une forme plus humanoïde. De son côté, Jino dit à Anne qu'elle ne devrait pas rejoindre le groupe des sentinelles. Cependant, celle-ci refuse, affirmant qu'elle doit participer d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Byung-gu observe des enfants jouer dans un parc au coucher du soleil. Plus tard, Lee retrouve Chiul, et dès le lendemain, la 4e incursion sur l'île commence. Les navires se positionnent, et les chasseurs de la guilde des chevaliers prennent place en tant que sentinelles pour empêcher les fourmis d'atteindre le continent. Pendant ce temps, Lim se plaint que son chasseur, Min Sung, ait été placé en première ligne et propose qu'il soit plutôt positionné en arrière-garde. Tous les chasseurs sont prêts, aussi bien autour de l'île que sur les côtes qui l'entourent. De plus, Byung-gu décide finalement de se joindre à l'incursion, et avec un chasseur de rang S spécialisé en soins, la situation pourrait considérablement s'améliorer. Baek est ravi de voir son ami participer à la mission. Au centre de l'île, Goto se trouve avec l'équipe Alpha, tandis que les équipes Charlie et Bravo prennent également position, tout comme Delta. Un groupe de tournage est également sur place pour retransmettre les détails de l'opération au public. Après tout, c'est un chasseur de rang A, habitué à filmer ce type de combat, et c'est une excellente occasion pour la population d'assister à une mission d'assaut de rang S. Quoi qu'il arrive, ils doivent réussir, car en cas d'échec, leur nation risque d'être rayée de la carte. Le président Go donne le signal de départ, et Goto ainsi que ses équipes commencent à libérer une immense quantité d'énergie magique pour servir d'appât et attirer les fourmis. Celles-ci se mobilisent immédiatement, certaines se dirigeant même vers l'hélicoptère transportant les chasseurs. Cependant, Choi intervient et les incinère toutes, ressentant une euphorie intense à l'idée de se retrouver à nouveau sur le champ de bataille. Après l'atterrissage, les chasseurs se préparent à traquer la reine des fourmis pendant que les Japonais distraient les autres créatures. De son côté, Reiji active une onde d'interférence pour empêcher les fourmis de recevoir les signaux de détresse de leur reine. Les chasseurs japonais éliminent sans difficulté les fourmis qu'ils croisent sur leur chemin. Tanaka, euphorique, arrache les têtes des créatures, tandis que Kei, en voyant la puissance destructrice de Choi, se demande lequel des deux l'emporterait dans un affrontement entre son pouvoir de glace et celui de feu de Choi. Pendant ce temps, l'équipe de chasseurs atteint la colonie de fourmis. Choi scelle toutes les issues, mais le réseau de tunnels est si vaste qu'ils ne peuvent pas perdre de temps à chercher manuellement le passage menant à la reine. Ils tirent alors plusieurs jets de flammes à travers les tunnels afin d'identifier le bon chemin, indiquant qu'ils doivent suivre le tunnel le plus profond. De son côté,
Jinwoo accomplit sa mission quotidienne et réfléchit au fait que tous les chasseurs de rang S participant à cette incursion appartiennent à l'élite. Il devrait donc être en mesure de réussir sans problème, même sans son intervention. Les chasseurs finissent par atteindre la salle des œufs, ce qui signifie que l'arène n'est pas loin. Mais ils sont stupéfaits en découvrant qu'un œuf, bien plus grand que les autres, a déjà éclos. Baek les avertit de ne pas se laisser distraire, leur mission est d'éliminer la reine des fourmis. Pendant ce temps, Tanaka est blessé et demande à Shimizu de soigner sa plaie. Cependant, à ce moment précis, plusieurs fourmis foncent sur eux. En un clin d'œil, Shimizu disparaît, et lorsque Tanaka se retourne, il réalise avec horreur que la tête de son compagnon n'est plus sur ses épaules. Devant eux, un nouvel ennemi fait son apparition. Tanaka tente de l'arrêter, mais il subit le même sort que sa camarade. Rapidement, un autre chasseur le poursuit et tente de l'attaquer. Cependant, tout comme Tanaka, il finit sans tête. Cette nouvelle fourmi se débarrasse très facilement des chasseurs de rang S. Pendant ce temps, dans le nid des fourmis, les chasseurs coréens avancent progressivement. Même si ces énormes insectes possèdent la force d'un chasseur de rang S, leurs mouvements sont très monotones et, comparés à leur expérience en combat, ils ne sont pas de véritables adversaires. Bien sûr, c'est uniquement parce qu'ils ne font face qu'à une partie du nid, autrement, l'histoire serait bien différente. Byung-gu leur rappelle qu'il vaut mieux achever ces créatures, car elles continuent de vivre un moment même après avoir perdu la tête. Le mieux est donc de les immobiliser complètement. Baek comprend que c'est la meilleure approche et suit son conseil. Mais malgré leur exploration de la grotte depuis un moment, ils ne sont toujours pas tombés sur les fourmis bipèdes. Jusqu'à présent, ils n'ont affronté que celles assignées à la garde de la reine. Les chasseurs ne savent pas s'ils suivent le bon chemin, mais Hein les rassure, ils sont bien sur la bonne voie, car il peut sentir l'odeur des puissantes bêtes magiques provenant du fond de la caverne. À cet instant, Baek utilise son pouvoir et, grâce à son instinct animal, il repère une immense quantité d'œufs ainsi qu'une énorme et redoutable fourmi dans les profondeurs. Il informe alors son équipe que la reine des fourmis se trouve au fond de la grotte et qu'elle est protégée par de nombreux gardes. Il prévient que le combat sera probablement très difficile, mais avec leur formation actuelle, ils devraient pouvoir gagner. Sans perdre de temps, les chasseurs poursuivent leur progression. Pendant ce temps, ailleurs, Izawa et Kei trouvent les lunettes de Fujishima, comprenant ainsi que leurs compagnons ont perdu la vie. Soudain, Kei tombe au sol, paniqué. Jamais auparavant il n'avait ressenti une telle odeur qui envahit tout son être. Instinctivement, il se recouvre d'une immense couche de glace pour se protéger, mais cette dernière est brisée avec une facilité déconcertante. Dans la ville, Kanai et Kumamoto s'inquiètent, car ils n'ont toujours pas pu entrer en contact avec l'équipe Charlie. Au même moment, une grande quantité de fourmis fait son apparition. Simultanément, les chasseurs atteignent la tanière de la reine des fourmis, où ils reçoivent un accueil des plus hostiles. Sans tarder, Byung-gu booste les statistiques de ses camarades, tandis que Ma augmente sa taille et provoque les fourmis pour faire office de tank, permettant ainsi à Choi de les incinérer sans difficulté. Grâce à sa puissante magie, il en annihile un grand nombre, mais les assauts continuent. Baek comprend qu'il n'a plus besoin de se retenir et libère donc tout son potentiel, se transformant en une bête féroce prête à écraser ces maudits insectes. De son côté, le reporter reçoit l'information que l'audience ne cesse d'augmenter et qu'il ferait mieux de s'approcher pour capturer des images plus spectaculaires. Il tente de le faire, mais Byung-gu l'arrête et lui ordonne de ne pas aller plus loin s'il tient à sa vie. Dans la ville, les spectateurs suivent avec stupeur la bataille entre les chasseurs de rang S et la reine des fourmis. D'ordinaire, ces chasseurs ne combattent pas ensemble, mais cette fois-ci, leur coordination est parfaite. Ma retient une grande quantité de fourmis tandis que Lim les élimine à distance avec ses flèches. Baek immobilise celles qu'il croise, permettant à Hein de les trancher en deux. Les chasseurs coréens démontrent une coordination exemplaire. Toute la population suit les événements avec une tension grandissante. Désormais, la seule fourmi encore debout est la reine. Ma se charge de tanker pour que ses camarades puissent la terrasser. Il l'attaque magistralement, mais la reine se défend en libérant un souffle acide qui affecte immédiatement les chasseurs. Heureusement, Byung-gu est présent pour soigner leurs blessures et purifier leur corps autant de fois que nécessaire. La reine comprend rapidement qui est le guérisseur et décide de l'attaquer, mais Ma s'interpose pour protéger Byung-gu. Choi déclenche alors une puissante attaque de feu, mais la reine continue d'avancer. D'un rugissement féroce, elle alerte ses congénères et tente de fuir. Choi l'en empêche, et avec une coordination parfaite, les chasseurs l'immobilisent. Hein profite alors de l'occasion pour lui trancher toutes ses extrémités avant de lui porter le coup fatal en lui coupant la tête. Ainsi, les chasseurs de rang S sortent victorieux du combat. Dans la ville, l'euphorie est immédiate. Le président Go est soulagé, ils ont enfin réussi. Du moins, c'est ce qu'il croit. Selon lui, la mort de la reine entraînera inévitablement l'extinction des fourmis d'ici 1 an. Cependant, Baek demeure inquiet à cause du dernier cri poussé par la reine. Byung-gu s'approche alors de lui et, en l'enlaçant, lui dit qu'ils ont vengé leur ami Eun-sok. Mais Régie prévient Goto, toutes les fourmis aux alentours de l'île sont en train de retourner au nid, et l'onde de brouillage ne fonctionne plus. La barrière mise en place par Choi finit par se briser,
provoquant l'alarme générale. À cet instant, quelque chose s'approche des chasseurs, les envahissant d'une peur profonde. La fourmi noire fait enfin son apparition. Ayn tombe au sol en sentant son odeur. Un frisson d'effroi parcourt son corps alors que la créature s'avance vers eux. Elle est terrorisée. Ce n'est pas une bête magique ordinaire. Ma tente de l'arrêter, mais il sent soudainement son corps se désintégrer avant de réaliser que la fourmi est simplement passée à côté de lui. Sous le regard stupéfait et choqué de tous, elle commence alors à dévorer la reine des fourmis. Puis, elle fixe Ayné, en un clignement d'œil, apparaît derrière elle, lui assénant une attaque si puissante qu'elle est projetée contre un pilier. Sans perdre une seconde, Ma essaie de défendre ses compagnons, mais il finit par perdre ses deux bras tandis que Beru continue d'avancer. Baek tente de l'arrêter, mais il n'est pas à la hauteur. Choi essaie de lui lancer un sort, mais Beru se débarrasse de lui en un seul mouvement. Ensuite, c'est au tour de Lim d'essayer, mais la créature attrape sa flèche et l'envoie valser. Avant de l'achever, Ma revient au combat avec ses bras restaurés, grâce à Byung-gu qui utilise sa capacité de camouflage tout en soignant les blessures de ses camarades. Cependant, dans cet état, il est incapable de bouger. Mais cela lui suffit, car tant qu'il est là, ses compagnons ne tomberont pas. Beru attrape Ma par la jambe et lui fait subir une prise digne de Hulk contre Loki. Repérant la présence de Byung-gu, il s'en débarrasse rapidement. Avant de mourir, Byung-gu supplie Baek de s'enfuir, mais Beru lui arrache la tête. Déchaîné, Baek attaque Beru, mais celui-ci l'attrape par le cou. Il lui répète alors les dernières paroles de Byung-gu, ayant acquis la capacité de parler en le dévorant. Il leur annonce qu'ils sont bien trop faibles. Sa reine étant morte, éliminer de simples pions n'a aucun intérêt. Il exige alors de Baek qu'il lui révèle l'emplacement de son roi. Soudain, Beru perçoit une présence puissante à l'extérieur. Il relâche Baek et se dirige rapidement vers la source de cette force. Baek pense qu'il parle de Goto, mais pour l'instant, la priorité est de fuir. Malheureusement, un essaim de fourmis commence à se rapprocher. De son côté, Goto reçoit des nouvelles, ils n'ont plus de contact avec Charlie ni Delta, et l'équipe Bravo non plus. Il remarque alors les piliers de glace laissés par Kei et découvre son cadavre. Quelqu'un l'appelle pour l'informer que des pertes ont été subies et que les fourmis qu'il tentait de retenir retournent au nid. Cependant, ils ont au moins confirmé que la reine est morte. L'homme au téléphone trouve cela encourageant. Malgré les pertes, tant que leur force principale est intacte, il n'y a pas de problème. Il demande à Goto s'il pense que les Coréens pourront sortir du nid, ce à quoi Goto répond que, vu leur situation, leurs chances de survie sont de 0%. L'homme conclut que malgré les efforts déployés par le Japon pour collaborer, les forces alliées ont été anéanties. Ils n'ont d'autre choix que de se replier temporairement, mais ils reviendront avec une flotte pour conquérir l'île de Jeju et ses portails de rang S. Il ordonne à son équipe de se retirer pour rejoindre la deuxième vague d'assaut en mer. Mais au moment de partir, Goto est attaqué par Beru. Il parvient à bloquer l'attaque, mais l'un de ses soldats est abattu. Il ordonne alors à Hoshino de rejoindre Bravo, expliquant que s'il reste, il ne fera que les gêner. À contre-cœur, Hoshino obéit et s'enfuit. Goto, quant à lui, ressent l'aura terrifiante du monstre. Beru lui demande s'il est le roi. Avec arrogance, Goto répond que oui. Mais soudain, il est submergé par l'incroyable énergie magique de Beru, lui rappelant ce qu'il a ressenti face à Jinwoo. En un instant, son épée se brise. Pendant ce temps, à l'intérieur du nid, Choi tente désespérément de repousser les fourmis, mais il est à bout de force. Tous sont gravement blessés et n'ont plus la force de se battre. Alors qu'ils s'apprêtent à être exterminés, les soldats des ombres interviennent. Jinwoo fait son apparition.